Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Mine de rien, ça demande un peu de boulot. De faire de la... On commençait à en parler un petit peu. Je pense que le syndicat des podcasteurs va recevoir un appel de notre part, bientôt. Et puis le syndicat des confituriers, faut écraser les fruits. Déjà, faut les faire pousser. Et c'est fatigant. Faut fabriquer les grandes trucs en cuivre. Enfin bref. Tout ça pour dire, c'est beaucoup de boulot d'apprendre des trucs. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, Guillaume? Eh bien, aujourd'hui, on va parler des fillettes du roi. Et ensuite, on parlera de Spartacus. Tout à fait. Les fillettes du roi. Alors, c'est toi qui parles des fillettes du roi. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. J'ai un peu peur. Tu peux avoir peur parce que l'histoire que je vais raconter, c'est un peu l'histoire de ma propre déception. Tu sais comment ça marche, hein, pour qu'il y ait un peu de déception, il faut qu'il y ait eu de l'espoir avant. Tout à fait. Et l'espoir, je peux te dire que mon cœur en a été bien rempli quand j'ai découvert l'histoire des fillettes du roi. Bon, je vois à quoi tu penses, tu m'as posé la question juste avant. On va pas sombrer dans le sordide. Enfin si, mais pas ce sordide-là. Ah, d'accord, bon. Alors, les fameuses fillettes, que sont-elles? Je vais passer la main à un pote pour les décrire, parce qu'il fait pas ça trop mal. Donc, je vais le citer. On distinguait à la lueur des torches un gros cube massif de maçonnerie, de fer et de bois. L'intérieur était creux. C'était une de ces cages à prisonniers d'État qu'on appelait les fillettes du roi. Il y avait aux parois 2 ou 3 petites fenêtres, si drûment trilissées, d'épais barreaux de fer qu'on n'en voyait pas la vitre. La porte était une grande dalle de pierre plâtre, comme au tombeau, de ces portes qui ne servent jamais que pour entrer. Seulement ici, le mort était un vivant. Alors, du coup, retournement de situation, parce que moi, je m'attendais à ce que tu me parles de fillettes, et donc de pédophilie, et donc tu nous parles d'une prison. Exactement. Alors là, c'est pas moi qui t'en parle, c'est Victor Hugo. Ah, oui, bon ami, on Voilà. le salue. Voilà, Victor, si tu nous écoutes, ça c'est Notre-Dame de Paris. Ah, oui. Il nous décrit donc un cachot qui avait la particularité d'être très étroit et si bas qu'on ne peut pas s'y tenir debout. Mm-hmm. Et qui était un peu le châtiment réservé à quiconque se mettait à défier l'autorité royale. Mm-hmm. On peut imaginer que c'est pas très très confort, hein. Sauf si t'aimes vivre allongé, mais... Et à la même époque, en même temps, une autre anecdote que j'ai découvert, une histoire de manque de loyauté du duc de Nemours. Donc le roi pas content, il le fait exécuter, mais parce que juste le faire exécuter, c'est pas bon. c'est rapide, bon. Il fait mettre les enfants du factieux au premier rang, vêtus d'une chemise blanche, pour qu'on voit bien le sang de leur père qui les asperge. D'ailleurs, le fils aîné du duc racontera qu'aussitôt après la mise à mort, ils sont reconduits en prison, mais dans une prison particulière. C'est pas les fillettes du roi, c'est une série de cachots qui sont construits en forme de hotte. C'est-à-dire que la base est plus étroite que la hauteur, ce qui fait que tu peux poser qu'un pied. C'est atroce. Voilà, tu te doutes bien que quand j'ai découvert ça, mon sang n'a fait qu'un tour. Bien sûr, bien sûr. Et alors, anecdote peu connue, c'est de là que vient la splash zone. Voilà, splash zone. Ah, je ne connais pas la splash zone. T'es jamais allé à SeaWorld ou, Non. dans les spectacles avec des orques ou des baleines, des trucs comme ça, là, t'as la splash zone, c'est l'endroit où tu te fais arroser par la baleine qui saute. Ne faites pas de spectacle avec des orques. Voilà. Donc, je me suis dit, ce mec-là, il a l'air cool quand même. Il a une façon de... Le roi? Le roi. Ouais. Il a une façon de régner un peu particulière. Donc, je me suis dit, allez, on va plonger dans sa biographie. Et figure-toi que j'ai été déçu. Parce que, même si il y a quelques contemporains qui le décrivent, notamment, j'ai lu une anecdote comme quoi il boit le sang des nourrissons pour se soigner. Oui. C'est généralement des anecdotes assez vraies. Quand on accuse quelqu'un de boire du sang. Ouais, voilà. Le personnage, c'est surtout devenu le roi emblématique de l'obscurantisme du Moyen-Âge, grâce aux romantiques qui ont parlé de lui, Victor Hugo. Mm-hmm. La même année, Balzac en parle. Et Walter Scott aussi en fait un des personnages principaux de son livre Quentin Durwald. Ça doit être un Anglish, vu son nom. Ouais, puis c'est pas Ivanhoe, donc on ne le connaît pas. Il est souvent, en fait,
présenté comme un roi qui est froid, cruel, sombre, tout à l'inverse d'une sorte d'idéal chevaleresque, tu vois, le roi dans son armure brillante qui part au combat. C'est un méchant qui est à peu près aussi bien que Jean Santerre, tu vois, dans Robin des Bois. Ouais, je vois. Dumas disait on peut violer l'histoire si tant est qu'on lui fasse de beaux enfants. Ouais. Bon, je veux pas pousser la métaphore. Bon, voilà, mais... C'est un peu discutable avec Dumas, des fois, parce que, bon... Voilà. En tout cas, ça, c'est un bon exemple, hein, parce que finalement, les fillettes du roi, elles n'ont jamais existé, ou que très peu. Je crois qu'il y a des gens qui disent qu'il a été utilisé 3 fois. Mais l'anecdote est assez fausse. Et en fait, ce qu'on appelait à l'époque les fillettes du roi, c'était des boulets qu'on attachait au pied des... Ah oui, ce qui est plus... Ouais, bon, ça passe l'envie de s'évader, hein. Mais genre des boulets comme dans Lucky Luke, quoi. Exactement. Ouais. Bon, c'est pas pratique pour danser. Non. C'est pas ce qu'on a fait de mieux, mais je veux dire, à choisir. Je préfère le boulet, effectivement. Même si, à bout d'un moment, tu dois avoir un eczéma un peu pourri en dessous du... Oui, c'est au-dessous des fers, mais bon. Je t'avoue que j'ai été un peu déçu. Après, je me suis dit, mais ce roi, qui c'est? Parce que quand tu lis son enfance, le mec, il avait quand même tout pour déraper. Ah, mais l'enfance de roi la plus pourrie du monde. Attends, on parle de quel roi? Et ben voilà. On parle de Louis XI. Ouais, alors que moi, ça n'a pas été la suite qui a le mieux marché, quoi. Non, c'est pas... C'est Fast and Furious 8, tu vois. Eh ben on verra, parce qu'on lui fait une réputation un peu injuste à notre bon Louis. Déjà, il est pas né dans les meilleures conditions possibles pour un roi. Donc on est le 3 juillet 1423, on est à Bourges. Ouais. Et son père, donc qui est Charles VII, est embourbé sur les rives de la Loire. Mm-hmm. Hein, c'est pas l'apogée de la France. L'anglais est assez loin d'être bouté à ce moment-là. On pourrait même penser qu'à ce moment-là, Charles se dit finalement, peut-être que je pourrais conclure une paix avec les Anglais, faire en sorte que l'héritier de la couronne de France soit le roi d'Angleterre, et on unit tout ça et on fait... un peu contre Kems quand même, parce que s'il arrive à faire ça, puisque c'est comme ça que ça a commencé, quoi. C'est l'héritier de la couronne d'Angleterre qui dit « Eh ben moi, je suis roi de France ». C'est ça. Mais l'arrivée d'un héritier mâle, ça fout un peu le bordel dans ses plans. Donc autant dire que Charles est pas... Alors Charles VI, le père de Charles VII, qui était un petit peu léger d'esprit. C'est lui le fou. Voilà, avait déjà un peu tenté de négocier ça, mais en vain. Charles VII se dit pourquoi pas, et en fait non, il y a Louis qui est né, donc ça fout le bordel, puisque maintenant il y a un héritier mâle. Ouais. Et alors attends, Charles VII, c'est celui de Jeanne d'Arc? C'est celui de Jeanne d'Arc. Ouais. Jeanne d'Arc, ça arrivera 6 ans plus tard. D'accord. On va pas tarder, bien sûr, à le baptiser dans la cathédrale de Bourges. Et on lui choisit comme marraine une certaine Catherine de Lille-Bouchard, bien connue, qui a pour atout d'être la femme d'un membre influent du Conseil du Roi. Ouais. Et de beaucoup fréquenter le lit du roi. Ça a baissé quand même. On sent qu'on n'est pas à l'apogée du royaume de France, parce que d'habitude, la marraine du roi, c'est genre la princesse machin. Voilà, en fait, c'est un peu ça le problème. C'est que, genre, là, t'es un peu, il faut choisir parmi les gens qui sont autour. Ouais. Parce que aussi, on veut choisir des alliés, quand même. Oui, et puis qu'on en a pas beaucoup. Voilà. Mais bon, moi, je trouve assez classe de dire, écoute, la marraine de mon fils, ça va être ma maîtresse. Écoute. En même temps. Ouais. C'est une mère de substitution, normalement, la marraine, donc... C'est ça. D'ailleurs, la Catherine, elle va se retrouver assez vite veuve, et elle va épouser rapidement un noble qui sera allié des Bourguignons. Donc donc plus une alliée, quoi. Ennemi des rois de France. Mais, dans l'entourage du roi de France à l'époque, c'est un peu le mood, quoi. De le trahir, tu veux dire? Ouais, les intrigues, tout ça. Mais elle va quand même passer, je crois, elle va rester 10 ans encore à son conseil. Avant qu'on se dise, non, là, c'est vraiment trop. Là, ça fait 10 ans qu'on a un espion parmi nous. C'est peut-être le moment de changer. Donc, c'est un peu dans ce milieu-là que Louis va passer son enfance. Mm-hmm. Bon, alors, dans ce milieu-là, pas à la cour. Parce qu'il est assez vite écarté de la cour, qui se tient à Chinon. Oui, la cour de Chinon, bien sûr. Bah oui, parce que... on a plus Paris, quoi. On a plus Paris. Et que Bourges, bon... Ouais. Alors, cool, on n'a rien contre Bourges, mais... non, mais... En même temps, je suis rarement allé à Chinon, donc... Oui, moi, je suis jamais allé à Bourges non plus, en vrai, tu veux dire. Donc, qu'on peut pas comparer. J'ai jamais entendu parler du printemps de Chinon. C'est vrai, c'est moins connu. Bon. C'est moins connu.
Par contre, il y a du pinard, non, sinon. Oui. Donc là aussi, l'idée, hein, c'est de le mettre un petit peu loin de la cour parce que l'anglais, perfide albionné, il a tendance à pas aimer voir le dauphin qui lui rappelle que... Que voilà. Puis il y a eu une histoire avec un dauphin un peu avant. C'est ça. Et donc, on va l'installer dans un château forteresse à Loches, en Touraine. Donc, où il n'a pas grand-chose à faire. En même temps, il est roi. Enfin, il est dauphin. Il est héritier du roi, exactement. Donc, il va y rester pour 10 ans. Cool. Et il va tellement aimer Loches que après il en fera sa prison royale. Il a transformé la forteresse en prison, ça restera la prison des rois de France quasiment jusqu'au bout. Cool. Ouais, c'est... Voilà. Il a dû passer une enfance riante. Voilà. 1433, Catherine est trop ostensiblement gagnée à la cause bourguignonne. Elle finit par tomber en disgrâce. Bon, du coup, Louis peut plus décemment rester chez elle. Ah, parce que c'est chez elle, le château de Loches, là? C'est chez elle. Et donc, son père débarque, vient le chercher, en fanfare, avec sa cour et tout ça, enfin, avec son escorte. Il le ramène à la cour. Bon, à un moment, il se dit, mais c'est chiant d'avoir mon fils dans mes pattes, donc ça va pas durer longtemps. Et il l'envoie chez sa mère, Marie d'Anjou, qui vit à Tours. Ouais, bon, est-ce qu'il a... Oui, il a un peu gagné, peut-être, en prestige, quoi. Oui. 2 ans plus tard, 1435, c'est le traité d'Arras. C'est un traité qui est connu, en fait, surtout pour avoir mis fin à la querelle entre les Armagnacs et les Bourguignons, et qui donne l'indépendance au duc de Bourgogne. Donc le duc de Bourgogne devient vraiment indépendant, mais en échange, il reconnaît l'autorité du roi de France. Il devient vassal du roi de France ou juste il dit t'existes. Il dit t'existes, c'est toi le roi de France. T'es roi sur ton territoire, je vais pas essayer de tout te prendre. Enfin, pas tout de suite, quoi. Ouais, c'est statu quo. Et une des clauses annexes, c'est le mariage de Louis. Donc, qui se marie avec Marguerite d'Écosse. Okay. L'année suivante, voilà. Qui est bourguignonne, du coup, Marguerite d'Écosse, ou... Non. Juste comme non, ça. mais en fait, les Bourguignons sont alliés aux Anglais. Donc, par des jeux de négociation. Donc, lui a 13 ans, elle en a 11. Enfin, c'est mariage heureux, quoi. C'est l'âge. Donc, ça fait de Louis un homme. Oui, bah oui. Non, maintenant, c'est un chef de famille. Voilà, il peut aller faire le Hadj. Et donc, il va se mettre à se promener dans le royaume, dans le siège de son père. Bon, à ce moment-là, on l'a compris, l'autorité royale est pas au beau fixe. Et Charles a un peu de mal à tenir son territoire. Son armée est un petit peu en débandade. Et un peu partout, en fait, il y a des bandes qui foutent le bordel, des bandes qui sont soit des bandes de pillards, soit des bandes de mercenaires qui font la guerre, mais bon... Mais bon, si on croise quelqu'un qu'on n'aime pas, on lui fait la guerre. En attendant d'être payé. Donc, t'imagines, c'est le bordel un peu partout. Il y a des zones de non-droit, j'imagine. Le territoire perdu de la République. Voilà, en idylle du shit, on doit faire des réunions non mixtes. Enfin, je pense que c'est le bordel. Et lui, il va vite comprendre que, tel un candidat LR au crâne scintillant, que la sécurité est la préoccupation la plus importante des Français. Bien sûr, bien sûr. Il va pousser son père à s'en préoccuper et il va s'installer avec lui dans le Languedoc. Parce que c'est le bordel dans le Languedoc. Bon, Charles, il en a assez vite marre du Sud. Il rentre à la cour, mais il va nommer son fils lieutenant général. Avec comme mission de faire en sorte que tout le monde rentre dans le rang. Et donc il est ado, quoi, encore, à ce moment-là. Ouais, il a 14 ans. Oui. Lieutenant général à 14 ans, c'est la méritocratie. Mais figure-toi qu'il va se montrer assez efficace. Parce que il va utiliser une méthode qui est un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire qu'il va utiliser de la diplomatie. Ah. D'abord, il va convaincre le clergé local de lui accorder les bénéfices de l'impôt. Parce que bon, papa, il est parti, mais il lui a donné ni homme ni argent. Tiens, t'es lieutenant général. Vas-y, dévente. Vas-y. Allez, pacifie-moi le Languedoc. Ça peut sonner très sexuel, ça, pacifie-moi le Languedoc, mais... Écoute... Il récupère les bénéfices de l'impôt, ce qui va lui permettre d'aider les localités
à monter des milices communales. Déjà, ça va aider pour lutter contre les bandes de routiers. Oui, c'est sûr que la police municipale, est-ce qu'ils ont le droit de porter des armes? Alors, pas de taser, je crois. Des armes non létales, genre des bâtons. Il va aussi user de diplomatie pour apaiser les tensions entre les juges civils et ecclésiastiques et entre les nobles locaux au sein des assemblées. Tu veux dire qu'il y a des mecs qui mettent la loi de Dieu au-dessus de la loi du pays? Mais ouais, et lui, il a une méthode qui est hyper bizarre pour un roi à cette époque-là, c'est qu'il les écoute, il leur parle et il essaye de trouver des compromis. Mais genre même avec des assemblées de gens, quoi. Ah, des vrais gens, genre pas que des prêtres et... Voilà, pas que... Ah ouais, donc, effectivement, c'est étrange, mais ça marche. paraît-il. Donc il va réussir en fait à faire reconnaître l'autorité royale, les gens vont un peu se calmer, les querelles entre nobles vont se calmer, et finalement ça va vachement mieux, et en plus grâce à l'argent qu'il a réussi à récolter de l'impôt, il va pouvoir négocier une sorte de paix. Enfin, il va aller voir donc une bande qu'on appelle les écorcheurs. Donc, donc des gentils quoi. A priori, dans un jeu vidéo, quand les mecs s'appellent les écorcheurs, généralement leur nom est en vert. Ouais, c'est ça. Et c'est des gentils. Figure-toi que derrière ce nom qui sent la poésie, il y a des troupes armées qui font la guerre en principe au nom du roi. De France. De France. Mais en réalité, c'est plus un peu des auto-entrepreneurs qui saisissent un peu les opportunités qui se présentent. C'est-à-dire que c'est pas une bande de pillards, c'est organisé comme une armée. Mais bon, parfois, ils passent devant un château, ils mettent le siège, quoi. Pour pas perdre la main, quoi. C'est ça. Et donc, Louis va dire, bon, les gars, je vais vous filer de l'argent et vous allez partir. Et ok. Cool. Enfin, nous, c'est ça qui nous intéresse, hein, si on peut avoir l'argent sans se battre. Oui, finalement, bon, se battre, c'est fun, mais... c'est dangereux. Les gens sont très contents. Et le roi va rappeler à la cour son fils en juillet 1439, qui commence à avoir une petite réputation de je sais faire des choses. Mais il est pas con en fait, C'est le ça. petit. Il est pas con, il écoute les gens, il essaye de faire en sorte que l'autorité royale soit forte et tout ça. C'est un peu tout le contraire de son père, qui en matière d'autorité et de volonté, c'est pas le meilleur. Oui, Charles VII semblerait qu'il était un peu chelou aussi. Ouais, il va abandonner tout le monde quand même. Genre, Jeanne d'Arc, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il veut un peu la trahir, mais avant bon... Ouais, je veux dire. La situation, elle va vraiment se dégrader en 1439. Donc, 1439, le 2 novembre, à Orléans, ville lumière, le roi ouvre les états généraux. Là, il va annoncer une grande réforme de l'armée. C'est-à-dire qu'il va dire, les écorcheurs, au lieu que ce soit des auto-entrepreneurs, hop, c'est des fonctionnaires. C'est bien, il nationalise. C'est ça, exactement. On nationalise le militaire, ce qui plaît pas vraiment aux nobles. Oui, Donc, en fait, c'est normalement le boulot. Le boulot. Le seul boulot, d'ailleurs. Et normalement, le roi, il dit, les nobles, j'ai besoin de vous, ramenez-moi une armée. Là, il dit, non, je vais avoir mon armée à moi et de façon permanente. Donc, ça passe pas très bien auprès des nobles. Et en plus, le complexe militaro-industriel, ça coûte cher. Oui. Et le roi, Charles, va instaurer ce qu'on appelle une taille perpétuelle. C'est-à-dire que l'impôt, normalement, c'est le roi lève l'impôt quand il en a besoin. Là, il dit non, tous les ans, vous allez payer l'impôt maintenant. Ah ouais, donc il crée l'impôt sur le revenu, quoi. Exactement. Alors, l'impôt sur le revenu qui ne touche pas le clergé, ni les bourgeois, ni les nobles. C'est Macron, quoi. Autant dire que sur les ronds-points, oui. on voit fleurir quelques gilets jaunes. Ouais. Je me doute. Surtout dans le Poitou, bizarrement. Mais les gens vont commencer à se soulever. Oui, ça arrive souvent quand... Et le problème, c'est que, aujourd'hui, on a des remèdes assez simples. Il suffit que le président démissionne. Mais à l'époque, quand t'as un gilet jaune et que t'es sur ton rond-point, tu peux pas crier Macron démission. Tu peux pas faire démissionner le roi. Ouais, tu peux le raccourcir, quoi. Mais... Ouais, voilà, mais c'est difficile en général, les gens réagissent mal à ce genre de proposition. Donc, l'idée, c'est de mettre le roi sous tutelle. Comme Britney Spears. Et comme son père. Ah, parce que Charles VI aussi était sous tutelle. Charles VI était sous tutelle, et c'est de là un peu que viennent les emmerdes entre les Armagnacs et les Bourguignons, pour savoir qui aura la tutelle sur le roi de France, en fait.
Au même moment, le mari de Catherine de L'Île-Bouchard, la marraine, et qui est lui aussi tombé en disgrâce, hein, Bah oui, non, Ouais. du coup. il va aider à organiser une rencontre à Loches, parce que c'était Louis adore. Et donc Louis va rencontrer le duc de Bourbon, donc grand-père du royaume, un mec assez important, un mec qui pèse. Et le duc va lui expliquer que là, c'est vraiment la merde. Le royaume va mal, qu'on peut pas avoir à la fois une révolte paysanne qui restera dans l'histoire sous le nom de Praguerie. De Praguerie. Oui, parce qu'en fait, au même moment, t'as des révoltes en Bohème. Mhm. Et donc, les gens se disent, ah tiens, ils font comme à Prague. Donc, c'est la Praguerie. C'est un truc de tchèque, laissez tomber. Voilà. Et donc, il y a à la fois les paysans qui se soulèvent, les Anglais, qui sont toujours là, Oui. et qu'il faut sauver à la fois la France et son peuple. Mhm. Louis, bon, il a 15 ans. Il est toujours que dauphin, lieutenant général certes, mais dauphin. Non, lieutenant général du Languedoc. Oui, en plus. Et il se dit, ouais, en fait, peut-être que c'est le moment de mettre mon père sous tutelle et que peut-être que le mec qui fait la tutelle, c'est moi. Ah ouais, il est ambitieux quand même. Ouais, et il aime pas son père. Oui, en même temps, bon. Il l'a vu 3 mois dans sa vie. Bon, ça va pas se passer exactement comme ça, hein, parce que en fait, l'armée va venir et va écraser les révoltes paysannes. Écoute, c'est... Parce que contre des vraies armées, Charles, il a un peu de mal, mais on verra que quand Contre les paysans, ça va. quand il s'agit de paysans ou de trucs comme ça va. Bon, il y a quand même une petite purge au sein des nobles. Oui, il faut faire le ménage, quoi. Mais Charles va accorder magnanimement son pardon à son fils. C'est son seul héritier, en plus, non? Non, on verra, il y en a un autre. Bon, ça apaise pas totalement les tensions, hein, ce pardon. La situation, elle est même un poil tendue. Les dîners de famille sont un petit peu... là, tu vois, ça va monter un peu crescendo jusqu'au moment où Louis va poursuivre Agnès Sorel, donc la favorite, la nouvelle maîtresse du roi, va poursuivre Agnès Sorel avec une épée jusque dans le lit de son père. Cool. Agnès Sorel qui est censée être la plus belle femme du monde. Voilà, mais apparemment d'ailleurs dans l'anecdote, elle était la poitrine dénudée en train de prendre le soleil. Alors, si j'en crois le seul tableau qui existe Oui, d'Agnès Sorel, elle met pas beaucoup de choses sur ses seins en même temps. Et grand bien lui fasse. Et alors, si elle veut, oui. Après, elle a l'air vachement pâle. Hein. Faut quand même faire un peu attention au soleil, tout ça. Enfin bon. Bref, la situation là est plus tenable. Oui. Et le roi va virer Louis. Il va l'envoyer dans le Dauphiné. Libéré. Exactement. Donc le Dauphiné qui a été cédé à Philippe VI un siècle plus tôt. Donc il est français depuis un siècle. Mm-hmm. C'est où le Dauphiné? C'est la Drôme, c'est Valence, c'est Grenoble. Ah, d'accord. Et si tu veux, la condition pour que le roi de France récupère le Dauphiné, une des conditions, c'est qu'il accorde à son héritier mâle le titre de Dauphin. Ah, moi qui croyais que c'était un rapport avec SeaWorld. Bah non. Ouais, non, d'accord. Le dauphin est pas dans la splash zone. Et donc, le dauphin arrive en son Dauphiné, et c'est là que Louis, il va se révéler totalement. Il va imposer son style. Et son style, c'est le compromis et la conciliation. Ah, j'ai cru que t'allais me dire, bon, il les met tous au pas et tout. Non, on lui a donné le surnom d'universel araigne. Donc l'araignée universelle qui parle avec tout le monde, qui tisse les toiles et qui... D'accord. Tu vois, il va du coup aller voir tous les nobles. Mm-hmm. Il va aller voir aussi les assemblées locales pour entendre les doléances du peuple. Et ça, c'est aussi un peu nouveau pour l'époque. Les mecs, vous voulez nous écouter, mais sans nous taper dessus. Mais vous êtes sûr qu'on peut dire ce qu'on pense? C'est quoi le piège? Et c'est ce style qui va en partie faire de lui un candidat assez bien pour être un méchant, en fait. Parce qu'il est pas du tout dans le même style que les rois qui l'ont précédé. Ouais, mais il a l'air plutôt bon, là. Ouais, mais il est bon, mais il est pas dans l'idéal chevaleresque. Enfin, si l'idéal chevaleresque, c'est juste de taper des mecs... Ben ouais, mais là, on parle des rois de Victor Hugo, de Walter Scott, de... Qu'est-ce qui fait un bon héros de roman, quoi? Le bon héros de roman, c'est pas le mec qui discute, qui essaie d'arranger les choses, c'est pas tout à fait la même chose, quoi.
Il incarne pas, tu vois, une sorte d'autorité descendante et naturelle que les gens vont suivre et vont se rallier à son panache blanc. C'est pas tout à fait ça. Il va commencer par révoquer certains privilèges du clergé local. Qui doit bien le prendre. Notamment ceux de l'évêque de Gap, qui apparemment avait fait pendre un seigneur local et pousser 700 personnes sur les routes pour le fuir en janvier dans les montagnes. Dans les montagnes. Cool, la paix du Christ. Et il va exiger un serment de fidélité de la noblesse pour avoir un petit peu les mains libres, entreprendre ses réformes. Il va fonder l'université de Valence, sachant qu'à l'époque, il n'y a que 2 universités en France. Il y a Montpellier et Paris. Ouais, puis dans le monde, il y en a 10, quoi. Donc voilà. Il va se montrer assez conciliant avec les étrangers. Notamment, il va attirer de nombreux banquiers juifs à Grenoble. Il est assez ouvert d'esprit avec les autres religions. Et il va utiliser l'argent qu'il prend sur les impôts de l'Église pour faire venir des outils agricoles et aussi des vaches et des taureaux reproducteurs qu'il va distribuer aux paysans pour pouvoir faire du Dauphiné une terre d'élevage. En fait, c'est vachement bien quand même tout ce qu'il fait là. Je vois pas trop pourquoi Victor Hugo il en fait un méchant, parce que Victor Hugo, c'est pas un socialiste, mais enfin quand même. Parce que... Oui, non, mais j'entends l'argument, c'est vrai que pas très chevaleresque tout ça, mais bon. Écoute, en tout cas, lui, il est bien dans le Dauphiné. Ouais. Il fait son job, quoi, au point même que, il va même pas faire le voyage jusqu'à Chinon pour les funérailles de sa femme. Ah oui, c'est vrai qu'il était marié avec une Écossaise. Oui. Voilà, qui est resté à la cour du roi et qui est mort. Bon. Mais en tout cas, ça fait de lui un veuf. Certes. Jeune veuf. Bon parti. Il commence à avoir un peu d'âge, puisqu'on va arriver vers 1450, là. Ah oui. Donc il a 27 ans. Ah oui, 27 ans, c'est un vieillard à l'époque. Ben oui. Et donc, veuf, ce que ça veut dire, c'est plein d'opportunités de conquête. Enfin, pas de conquête féminine, hein, parce que bon, ça, les rois, ils ont en général assez peu de considération pour la fidélité et la sanctité du mariage. Bon. Non, mais c'est la couronne qui fait ça. Les femmes se jettent à tes pieds. Enfin, ouais, même si, là aussi, de façon complètement contraire à son père, et on ne sait pas si ça vient de sa détestation profonde d'Agnès Sorel, mais il a tendance à pas choisir ses maîtresses dans la très haute noblesse. Ok. Ah, il détestait Agnès Sorel. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'avais lu un roman, il y avait Agnès Sorel, elle avait l'air plutôt gentille, en plus, elle est morte jeune. Enfin... Alors, oui, mais quand t'es le fils de la reine... Oui. Quand t'as été élevé dans une prison par la première maîtresse, maintenant c'est la deuxième... Enfin... Oui, je comprends, bon. Je veux dire, c'est une question de point de vue, j'imagine. Tout à fait. Donc, je parle pas de conquête féminine, mais bien de conquête territoriale. Mm-hmm. Puisque ça va avec son style. En 1451, il va donc... 1451, il a 28 ans. Et il jette donc son dévolu sur Charlotte, 12 ans. Cool. Sans même demander l'autorisation à son père. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Et alors Charlotte, 12 ans. Voilà, ça aide parce que Charlotte, c'est quand même l'héritière du trône de Savoie. Voilà. Ce qui fait qu'on lui demande pas non plus son avis à elle, je suppose. Non, on lui demande pas vraiment son avis à elle, mais donc lui va se marier sans demander l'autorisation de son père. Son père qui va envoyer des ambassadeurs vérifier, mais c'est quoi cette histoire de mariage? J'ai entendu un truc là. Apparemment, il va envoyer des gens pour retarder les ambassadeurs pour que quand ils arrivent, ils soient déjà mariés. Ah, c'est trop tard. Ah bah ouais, perché. En plus, elle a 12 ans, il était temps. Hein. Ouais, attends, c'est après, ils sont fanés. Hein. Et c'est Pardon, non. Cette blague était nulle, vas-y. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est le moment où il va croiser la route d'un certain Jacques Coeur. Ah bah oui, qui doit déjà être financier du roi. Qui vient d'être mis en prison, là. Oui, donc il est déjà plus financier du roi. Pour ses propos qui frisent la lèse-majesté. Ouais, enfin c'est surtout parce qu'il était trop riche qu'il allait en prison. C'est surtout parce qu'il était trop riche et que les gens lui devaient de l'argent, donc et notamment Agnès Sorel et ses copines. Ok. Dans le roman, ils sont très potes, mais bon, c'est un roman. Et en fait, si tu veux, le truc qui fait qu'il est mis en prison, en vrai, le truc le fait pour lequel on le met en prison, c'est des propos de lèse-majesté parce qu'il aurait injurié Agnès Sorel et que ça rejaillit sur le roi, donc prison. Donc voilà. Il est aussi soupçonné d'avoir fait empoisonner Agnès Sorel.
Oui, c'est vrai qu'elle est morte. Ouais. Louis aussi, hein, il est soupçonné de l'avoir fait empoisonner. Mais bref, ces deux-là, ils ont un truc Qui les rapproche, qui les peut-être. rapproche. Et donc, quand Jacques Coeur va s'évader, Mhm. il va pouvoir passer par le Dauphiné, il va être accueilli par Louis avant d'aller à Rome, puis chez l'empereur allemand. Mhm. D'ailleurs, Louis s'assurera plus tard que les fils de Jacques Coeur aient des responsabilités. Oui, je crois qu'il garde. Oui. Parce qu'il a un titre à un moment donné, Jacques Coeur. Ben, je me souviens plus exactement, mais ce que je sais, c'est que Louis va garder en tête que les filles, que le Jacques Coeur, c'était un mec qui détestait la même femme que lui, au moins, Donc, qui l'a peut-être fait tuer. Il va assurer à ses descendants une vie confortable. Ce qui tranche un peu avec la réputation de pingre qu'il a aussi, Louis. Bah, parce que, pareil, toujours Victor Hugo, tout ça, parce que Louis n'aime pas le faste. Parce que moi, tout ça, je trouve ça plutôt bien. Hein. Jusque-là, fait, tu nous décris quand même un dirigeant plutôt bien. Ben, en fait, le souci, c'est que Louis, il trouve ça pas très bien tu vois, comme son père qui est chevaleresque, qui ruine la France pour ses maîtresses. Mm-hmm. Lui, il se dit, mais non. Enfin, c'est un peu contre-productif quand même. Voilà, donc lui, il est plutôt sobre. On le représente toujours habillé en noir, avec des petits chapeaux ridicules. Ouais, enfin à l'époque, ils ont un peu tous des chapeaux ridicules quand même. Bref, revenons à notre mariage, hein, qui a le don d'agacer papa. Mm-hmm. On le comprend, quand même, je veux dire, c'est le roi. Enfin, je veux dire... Oui, d'accord, c'est le roi, faut qu'il donne son avis sur tout, mais enfin... Ouais, ça se fait de le prévenir. Donc, sanction habituelle, hein, on coupe l'argent de poche. ouais, ok. Bon, le problème du roi, c'est que Louis reçoit du Dauphiné de quoi entretenir sa petite armée. Mm-hmm. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire, il lui coupe l'argent de poche en même temps. Il a toute une région pour lui, quoi. Oui, mais en plus, il y avait une rente. Oui, ouais. Assez rentier, putain. Donc, il arrive à récupérer de quoi entretenir une armée. Et surtout, comme je disais, il mène une vie plutôt sobre. Mm-hmm. Donc, ouais, finalement, ça lui suffit, quoi. Voilà, exactement. Finalement, ça lui suffit. Il préfère acheter des vaches que de faire des grandes fêtes clinquantes. Il est pas trop dans le bling. Et donc, Charles se retrouve un peu genre... Bon, je suis pas content, hein. Oui, il faut qu'il trouve autre chose. Et les rumeurs commencent à bruisser à la cour. Comme de coutume, hein, les rumeurs bruissent. Et on parle maintenant de déshériter Louis au profit du second fils de Charles VII, qui s'appelle Charles. Donc, qui serait Charles VIII. Qui serait Charles VIII. Les rumeurs vont parvenir jusqu'au successeur naturel, et qui va dire, bon, ok, je m'excuse. Il va envoyer une lettre à son père pour dire, je suis désolé, je le referai plus. je te jure, je me remarie plus en douce avec la fille d'un grand seigneur. C'est ça. Donc, son père est pas totalement dupe. Et donc, il va envoyer une armée dans le Dauphiné. Officiellement, l'objectif, c'est la Savoie. Qui est du coup le nouvel allié de son fils. Qui est l'allié de son fils. Mais bon, au passage, il est possible que l'armée passe par le Dauphiné et ça cache tout. Et donc, Louis est dans une situation hyper délicate, mais il va être sauvé in extremis par... le gong. Les Anglais. Les Anglais qui décident de redébarquer à Bordeaux. En même temps, vu que le roi français se bat contre son fils, ça aurait été con de pas en profiter, quoi. Voilà, donc il débarque dans le Bordelais. Bon, là, le fils et le père se disent... Écoute... on fait la paix 30 secondes. Hein. On fait sur pause et puis... Voilà. Donc tout le monde se mobilise. Mais Charles, qui est toujours un petit peu vexé, ne va pas accepter l'aide de son fils. Enfin, il va dire, ton armée, elle reste chez toi. Les Anglais, je m'en occupe. Laisse faire les grands. C'est ça. Le problème, c'est que du coup, il envoie toute son armée contre les Bordelais. Et au sud, le beau-frère du roi, le comte de Provence, René d'Anjou, logique, se dit, il y a peut-être un truc à faire. Écoutez, puisque vous êtes tous en train de vous battre... Parce que vous êtes tous à Bordeaux, là, et que moi je suis en Provence, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et géographiquement, la Provence... Pas loin du Dauphiné. C'est quand même pas très loin du Dauphiné, donc c'est Louis le plus proche, et là, il va jump in, il va rentrer dans la bagarre, et il va se charger du comte de Provence avec assez de brio, parce qu'il va même emmener son armée par-delà les Alpes. Il va prendre temporairement le Piémont, passer des accords commerciaux avec Milan et Venise. Bref, finalement, il a gagné
il commence à gagner beaucoup en prestige, au point que apparemment les Anglais voulaient négocier avec lui plutôt qu'avec son frère. Non mais lui, il a l'air un peu... Attends, parce que vous êtes relou quand même. Voilà, il y a un mec qui fait de la diplomatie, ce serait peut-être bien qu'on lui parle à lui. Ça doit arranger leur relation, père-fils. Ouais. Le père va quand même essayer de se rapprocher un peu de son fils, qui a pris du prestige, qui commence à être dur à ignorer. Le fils qui a pris au passage la Bresse aussi, au nord du Dauphiné. Il a pris la Bresse à Beau-Papa, le duc de Savoie. Qui du coup c'est là genre attendez, moi j'ai rien fait dans cette histoire. Ouais, enfin on était à bon. Et ma fille quand même, d'accord, elle a 13 ans, mais enfin... Louis est pas hyper intéressé à ce moment-là de se rapprocher de son père. Oui, on peut le comprendre. Genre, il y a un moment où son père vient à 200 bornes passer Noël, et lui dit « Non, mais j'ai des trucs à faire, faut que j'aille parler au pape. Désolé, hein, mais Bon, j'avais déjà rendez-vous. C'est ça. Faut prévenir en avance la prochaine fois. Mais il aurait peut-être mieux fait de faire un peu gaffe, notre ami, parce que on peut se douter qu'à Chinon, la cour est pas ultra favorable. À Louis ? À Louis. Ouais, mais c'est des vendus. Oui, alors, c'est des vendus, mais disons que eux se disent, bon, le père, on a réussi un peu à avoir les positions de pouvoir, puisqu'on est à la cour, tout ça. Le fils, ça a l'air d'être pas le même. Ça va être plus compliqué de continuer à profiter. C'est ça. Donc, bon, le père passe ses journées à entendre du mal de son fils, quoi. Ouais. Et ça va pas mal monter. Donc là, on était dans les années 1453-4. Et la situation va vraiment exploser en 1456. Et là, Charles, il décide d'envoyer une armée. Encore, c'est la deuxième fois, bon. Ouais, là, mais là, c'est assez clair. Hein, le but, c'est de reprendre le Dauphiné à son fils. Ok, d'accord. Cool. Il le dit au mec, au général, je vais pas noter son nom, mais c'est un noble. Il dit, ton mission, tu ramènes mon fils à Chinon, et s'il se débat trop, tu ramènes son cadavre. Bien. Et on dira que c'est un accident. Il s'est pris une porte, et puis bon. Ouais. Non, ça, c'est son père. Ouais, mais non, mais c'est pour ça. Oui. Bon, là, Louis, il est un peu dans la merde. Ouais. Parce que son armée est certes efficace, mais comparée avec celle du roi, c'est pas les mêmes moyens. Parce que pour le coup, Charles, qui est toujours un peu limite sur l'armée contre les Anglais, là, il a mis le paquet. Genre contre les Anglais, il fait des économies de bout de chandelle. C'est ça. Mais là, non, c'est bon. Là, c'est personnel. Il pourrait se tourner vers ses alliés, genre Beau-Papa. Ouais, ils sont un peu brouillés peut-être. Mais ouais, voilà. Ils sont un peu embrouillés vu qu'il lui a piqué la Bresse. Il y a aussi d'autres voisins, mais déjà à l'époque, le proverbe dit « point d'argent, point de Suisse ». Ils sont libres en plus maintenant. Ils sont libres maintenant. Enfin, ils sont que 3 cantons, ou peut-être 5 à cette époque-là. Donc, il est assez conscient que, en gros, si on l'attrape... Ouais, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire. Donc, il part de nuit avec 2 écuyers et il se barre. Ah ouais, tout seul. Comme ça, il lâche son... Tout seul. Et où est-ce qu'il va ? Chez Philippe le Bon, duc de Bourgogne, allié des Anglais, qui l'accueille à bras ouverts. Forcément. Qui lui octroie même une rente. À ce moment-là, le père, donc Charles, dira « Mon cousin de Bourgogne a donné asile à un renard qui un jour dévorera ses poules. » Alors, il a peut-être pas complètement tort, parce que finalement, nous, on connaît la fin. La Bourgogne appartient à la France maintenant. Oui. Mais ouais. Et en bonne partie grâce à Louis. Spoiler alerte, mais on n'en parlera pas trop. Mais... Bon, là aussi, tu vois, c'est vrai que c'est vraiment une question de point de vue, quoi. Parce que d'un côté, tu peux te dire, bon, le mec, il essaie de survivre. D'un autre côté, tu peux dire aussi, c'est un traître à la France. Ouais, mais alors bon, là, le portrait que tu nous en dépeins, il est un petit peu plus mieux pour la France que son père, quoi. Donc finalement... Je laisse aux auditeurs, aux auditrices, le choix de choisir leur camp. Louis, il arrive donc en Belgique, chez le duc de Bourgogne. Voilà. Ce qui l'intéresse à ce moment-là, c'est une croisade que le pape essaye de lancer. Wow. Non, parce que je l'ai pas dit, mais il est très très religieux.
Oui. Non, bah bon, en même temps, à l'époque, ils le sont un peu tous. Oui. Mais le mec, il vient de s'enfuir de son territoire. Oui. Il y a les Anglais qui essayent de prendre la France. Et lui, il fait non, bah, on va plutôt aller en Terre Sainte. Alors, pas tout à fait en Terre Sainte. Hein. L'idée, c'est d'aller à Constantinople, virer les Turcs. Oui, bon. En fait, les Bourguignons sont assez pour cette croisade aussi. Ils essayent de la mettre en place. Bon, elle n'arrivera pas, mais... Ils aiment bien les Bourguignons, les croisades. La dernière fois, là, en Espagne, souvent, ils vont faire des croisades en Espagne. Bah, les Bourguignons, de toute façon, qui donneront après les Habsbourg. Et Ah, les Habsbourg, c'est des Bourguignons? c'est les derniers ducs de Bourgogne. Enfin, c'est les derniers souverains des États bourguignons. Ah! Il faut qu'on fasse un épisode sur les Habsbourg parce que... C'est bon. trop le bordel. On en parle trop et on sait pas exactement ce que c'est. Lui, il se dit, bon, j'arrête un peu, enfin, tout ça, ça me saoule, je vais me consacrer à la foi et je veux rentrer dans la croisade. Apparemment, il veut y rentrer en tant que, alors, je sais pas noter le titre, c'est Ganofier, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, en gros, s'occuper de l'intendance. C'est ça que je sais faire. J'en ai marre de tout ça, filez-moi les sacs de blé, je vais faire des rations. C'est ça, non, mais parce que il pourrait très bien dire, mettez-moi à la tête d'une armée, quoi. Ouais. Mais c'est pas trop son style. Même si, on a vu qu'il a eu des succès militaires. La croisade se lancera jamais. Mhm. Et il doit se contenter de rester au château de Genappe, donc c'est à 20 km de Bruxelles. Mhm. Tandis que son père, lui, pendant ce temps-là, il fait envoyer à toutes les institutions de France sa version de sa dispute. Il dit, mon fils, il est mal conseillé, il comprend rien. C'est un petit con. C'est ça. À Genappe, il va quand même avoir son premier fils, Joachim. Ah, donc il s'est remarié avec la... Avec Charlotte, du coup. Bah là, elle a 16-17 ans, là, c'est bon. Il se marie... Attends, là, on est en 1450... Oui, 1460, un truc comme ça, donc... Elle est presque majeure, quoi. Ouais, non, elle doit avoir 20 ans maintenant. Ah, oui, bon. Donc, son premier fils, Joachim, qui va malheureusement mourir au bout de 4 mois. En même temps, c'est pas un nom qui fait très Roi. héritier du roi de Ouais. France, quoi. C'est un coup dur pour lui, hein. Et c'est plutôt... son père est plutôt content. Parce que lui, il pense toujours à cette histoire de roi d'Angleterre, roi de France, machin. Et là encore, une descendance, ça fout le bordel. Ouais. C'est quand même une satisfaction de courte durée pour notre bon Charles, qui est de plus en plus malade. Et donc, il reste dans son château, à Méhanc-sur-Loire. Ah Main-sur-Loire, ça se Main-sur-Loire, prononce. Ouais. J'ai une amie qui a déménagé là-bas. Ah, et ben écoute, il y a le château de Charles, où Charles commence à devenir de plus en plus parano. Il est persuadé que son fils va l'empoisonner. Bizarrement, un souverain un peu, comment on dit, autoritaire, malade, devient parano. Et au point qu'il va mourir d'inanition. Ah, parce qu'il refuse de se manger. Non, mais en fait, c'est parce qu'il se sentait pas bien. Il avait entendu parler d'un remède où faut pas manger, à part du bouillon de poule. Non, ça c'est Louis après qui fera venir un saint pour se le soigner parce qu'il y a des problèmes de jambes. Il a la goutte. Je sais plus ce qu'il a, mais il a une maladie un peu chiante qui l'empêche de se déplacer très bien. En tout cas, Charles meurt en 1461. Mm-hmm. Est-ce que ça t'étonne si je te dis que Louis va pas aux funérailles? Non. En même temps, les funérailles, bon. Ouais, voilà. il va ni aux funérailles ni au transport du corps à Saint-Louis, puisqu'on a repris Paris depuis. Donc on peut aller à Saint-Louis, à Notre-Dame. Et maintenant, imagine, t'as vécu tout ça. T'as 38 ans et maintenant t'es roi. Ça y est, t'es Louis XI. Ah, donc son petit frère... Bah non, oui, finalement, il n'a pas été déshérité, donc t'es Louis XI. On pourrait comprendre que maintenant tu dis, là j'y suis. J'y reste. J'y reste. Ceux qui sont pas d'accord, fillette. Ouais, alors, apparemment, il est assez intraitable sur les questions de fidélité. C'est-à-dire que, bah, on l'a vu avec Jacques Coeur, si tu vas dans son sens, il récompensera tes enfants, ta famille, bien après que tu sois mort là-dessus. Bon, il est assez radical quand même avec les gens qu'il estime des traîtres. Bah, en même temps, on peut peut-être le comprendre un peu. Il s'est fait trahir plusieurs fois. Mais, en fait, quand il va endosser la couronne, ben, il va être là encore radicalement différent de tous ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il continue à s'habiller assez tristement. D'ailleurs, avant, il faisait ça et puis il partait dans les rues pour parler aux gens, quoi. Genre, il prenait des bains de foule et tout. Ah oui. Et bizarrement, il va consacrer l'argent plutôt
aux caisses royales. Il va plutôt utiliser ça pour l'amélioration du pays que pour faire des grandes fêtes qui vont illuminer l'imagination collective. Par exemple, c'est lui qui va créer le système postal. Comme ça, entre deux... Ouais, voilà, ça lui permet non seulement de envoyer le courrier un peu partout dans toute la France, il va créer les relais de poste, le système des chevaux et tout ça, mais ça lui permet aussi de distribuer toutes ces déclarations très rapidement pour tout le monde. Bon, est-ce que c'est un souci pratique du peuple ou un moyen de propagande? Bon, au moins, ça unifie un peu plus le royaume, quoi. Ouais, et puis au moins, je veux dire, il fait quelque chose qui est pas trop mal. Ouais. Il va aussi pousser l'adoption de l'imprimerie. Bien, moderne. Nouvelle technologie, Startup Nation. c'est un peu ça. C'est un peu le roi Startup Nation. Il va moderniser aussi la façon dont la France fonctionne en matant les grands nobles. Donc les Armagnacs, les Anjou. Il va même réussir, en utilisant la diplomatie, à casser l'alliance anglo-bourguignonne. Donc ce qui laisse le duc de Bourgogne un peu isolé. Il va signer la paix avec les Anglais. Donc c'est lui qui met fin à la guerre de 100 ans. Ah, même donc ils se sont fait bouter là, du coup. Là, ils sont boutés, ouais. Bon, même si, en fait, sur les 10-20 dernières années, depuis qu'ils se sont fait battre par Charles VII en Guyenne, autour de Bordeaux, c'était un conflit assez larvé. Hein. Il y avait plus grand-chose qui se passait, mais il fait la paix. Il va prendre la Picardie. Il va prendre le duché de Bourgogne. La Bourgogne aujourd'hui, les ducs de Bourgogne, du coup, vont être plus dans les Flandres. Enfin, une partie des Flandres, parce qu'il va lui aussi prendre une partie des Flandres. Il va prendre l'Artois. Aux Anjou, il va prendre le Maine et la Provence. Voilà, je m'attarde pas trop sur son règne, mais... Ouais, en fait, il est bon, maintenant que c'est moi qui suis aux affaires, on va discuter, quoi. Ouais, c'est ça. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un personnage qui, en fait, c'est un peu le premier roi moderne. C'est le premier roi qui est plus un roi guerrier qui s'entoure où les nobles ont une grande influence. Enfin, ils ont toujours de l'influence et tout ça, mais on change un peu le système féodal. Ça a commencé un peu avec son père, avec l'impôt permanent, avec... Ouais, mais oui, mais le système postal et tout, ça aide à la centralisation du pouvoir. Et donc, ça. Effectivement... C'est le premier roi vraiment centralisateur. Et puis, on avait parlé à une époque de comment l'arrivée des canons fait que tu es obligé de centraliser un petit peu parce que produire des canons, c'est difficile. Et c'est ce moment-là, plus ou moins. C'est plus ou moins ce moment-là, puisque ça un tout petit peu plus tard, non? Les canons, c'est 1500. Alors, on est au 15e siècle, là. Ouais. Ils ont déjà des canons, les mecs. Oui. Et attends, Louis XI, et donc son petit frère, il va être roi aussi à un moment? Non, Charles, il sera jamais Charles VIII? Charles VIII, c'est le fils de Louis XI. Ah, ok. Donc on a Louis XI, Charles VIII, et après on va passer à François Ier, non? Ou un truc comme ça? Ça m'étonnerait pas, ouais. Ah, ou à moins que François Ier soit le fils d'Henri IV. Bon, bref. Mais bref, voilà. C'était un peu injuste, je trouve, de me faire rêver avec ces histoires de voir le sang des bébés, les prisons en forme de hotte, tout ça, et puis on se retrouve avec un technocrate qui fait le bien du pays. Je trouve ça un peu dommage. C'est pas mal, ceci dit, parce que moi, je vais parler d'un autre personnage que la postérité a un peu transformé. Spartacus, donc, comme tu l'as dit. Notamment parce que dans le dernier épisode, quand tu nous as parlé de Guillaume Tell, tu nous as dit que Guillaume Tell était un des héros des Jacobins et de Robespierre. Oui. Que j'ai trouvé un petit peu étrange, parce que moi, je les aurais plus vus faire d'un type comme Spartacus, un héros. Il est pas un peu trop ouvrier pour eux? Alors, on va voir à la fin. Eux, il se trouve qu'ils sont plutôt de la team Brutus. Oui. Or, pour moi, Brutus, ça reste un petit peu l'ado... Oui, qui fait sa crise de nerfs. Non, mais Astérix, là. Non, Brutus, il tue le tyran. Oui, mais en fait, moi, Brutus, les seules images que j'en ai dans ma mémoire, c'est Astérix, l'ado, qui est là, qui fait vas-y, putain, je peux rien faire. Et qui est toujours à aiguiser son couteau. Oui. Bref, tout ça pour dire que, un petit peu comme Louis XI, alors qu'il est un méchant populaire, mais que la renommée des héros populaires, en tout cas, est aussi volage que celle des philosophes médiatiques. Bon. Du coup, ça m'a donné envie de me pencher sur la véritable histoire de Spartacus. Donc, prépare ta jupette et tes sandales. On va dans la Rome antique.
Bon, en fait, on va commencer par le lieu de naissance de Spartacus, la Thrace. C'est le nord de la Grèce? Ouais, c'est pas mal. C'est alors donc la Thrace en gros moins 100. Oui. Parce qu'on n'est pas bien sûr non plus de quand est-ce qu'il est né. Ah bon, On n'a pas son acte de naissance. C'est dommage. Est-ce qu'il est vraiment né là? Il est pas né au Kenya, du coup? On sait pas. Mais donc la Thrace, ouais, c'est les Balkans, le nord de la Grèce, ça va jusqu'en Turquie, enfin jusqu'à la partie européenne. Ouais, de ça la commence Turquie. à être un peu les barbares. Alors, effectivement, pour les Grecs, les Thraces, c'est des mi-barbares. Parce qu'il y en a un peu qui sont de culture grecque, mais pas toujours. On est loin de l'esclavonie ou... Bah, c'est un peu dans le... c'est un peu par là, quand même, hein, l'esclavonie. Selon Hérodote, je cite, « S'ils avaient un seul roi et s'ils pouvaient s'entendre entre eux, ils seraient invincibles, les Thraces. » Bon. Ouais, c'est la même image que les Germains. Oui, voilà, un petit peu. Alors, est-ce qu'ils sont jamais vraiment entendus entre eux? Peut-être qu'Hérodote exagérait un peu. Bon. Ça lui arrive par moment. Bon, toujours est-il. Ils ne se sont pas entendus, et donc à l'orée du 1er siècle avant Jésus-Christ, la Thrace, elle est sous domination romaine, principalement, mais c'est pas encore une province romaine. D'accord. En gros, elle est là, on est au moment où les Romains viennent d'assujettir complètement la Grèce. Donc la Thrace, c'est un peu la frontière, donc ils sont vassaux, quoi. Les Thraces sont vassaux des Romains, voilà. Les habitants, c'est les Thraces? Oui, du coup. Ok, je n'ai pas aucune blague avec ça. Moi, même en écrivant, j'étais genre, attends, il y a des blagues à faire sur la coke, non, un truc. Mais je n'en ai pas trouvé non plus. Bon, l'histoire de Spartacus ayant été racontée par les vainqueurs, hein. Nique ta trace. Enfin bref. Oui, l'histoire de Spartacus ayant été racontée par les vainqueurs, donc spoiler alerte, pas par ses partisans, hein, parce que ça finit pas très bien quand même, son histoire. Et cette histoire ayant été racontée 1 ou 2 siècles plus tard, on n'est pas bien sûr de ce qui s'est passé, quoi. Il y a probablement quelques approximations. Ouais, voilà. Donc, on ne sait pas vraiment si Spartacus, c'est le vrai nom de Spartacus, ou si c'est son nom de scène, tu vois. Mm. Bon, le fait est qu'il y a eu des rois en Thrace qui s'appelaient Spartokos. Donc, peut-être. Enfin, c'est un nom Thrace, quoi, en tout cas. Mais rien ne dit que c'est le sien. On est à peu près sûr qu'il était Thrace, hein, quand même. Ça, il n'y a pas de doute. On n'a aucune idée non plus de son milieu d'origine, de sa généalogie, de sa jeunesse, tout ça. Bon, on ne sait pas. Le nom de ses parents? Non. Certains historiens prétendent qu'il aurait eu une origine aristocratique, vu les qualités de rassembleur et de général qui l'ont rendu célèbre, finalement. Bah oui, parce que c'est que t'as ça en toi, quoi. Oui, voilà. T'es génétiquement un noble. Ouais, ça doit être ça. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu essentialisé la lutte des classes, et à la confiture, on n'essentialise pas. Non. Hein, ne faites pas ça chez vous non plus. Parce que finalement, l'histoire est pleine de nobles qui ont le charisme du table bancal. Oui. Et de paysans qui gagnent des guerres avec leurs beaux-frères, 3 cailloux et une ficelle, donc... Bah, regardez l'histoire de la guerre de 100 ans. Ouais, plus ou moins. Donc, on ne sait pas. Selon les historiens romains, il aurait été soldat de l'armée romaine. Donc, a priori pas légionnaire, hein, mais dans les troupes auxiliaires, parce que... donc, à l'époque, quand Rome assujettit, enfin, rend vassal un pays, ils leur disent, filez-nous des mecs. Oui, voilà. Et puis, on venez taper d'autres gens avec nous. Voilà, c'est ça. Ça rapproche. Ça rapproche, vous allez voir. Mais bon, c'est peut-être dans l'armée qu'il a appris la discipline et la stratégie. Et l'organisation. Et l'organisation militaire. Ensuite, il aurait déserté pour devenir brigand, comme souvent les déserteurs, avant d'être capturé et vendu comme esclave à Rome vers moins 75, moins 74. Pas bien sûr, mais c'est le premier moment où on sait vraiment qu'il existe, quoi. D'accord. Plutarque, un des historiens romains donc qui écrit sur Spartacus, prétend qu'il est accompagné de son épouse, qui serait une magicienne / prêtresse de Thrace. Mais c'est le seul à en parler, Plutarque, et il en parle que dans une phrase à ce moment-là. D'accord. Et comme il écrit un siècle plus tard... Oui. Et puis que magicienne, bon... Non, mais enfin, magicienne de l'époque, tu vois. Ah oui, genre un oracle, un truc. Oui, voilà. Prend des produits, elle dit des trucs bizarres. Voilà, où ça se trouve, juste, elle connaît.
Juste, elle est intelligente. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bref, donc on ne sait pas si elle a existé. Mais toujours est-il, Spartacus est acheté par un laniste. Alors, laniste, c'est les dirigeants des écoles de gladiateurs. C'est Vince McMahon, si tu veux. D'accord. Mais à l'époque, quoi. Ça a donné Lannister? Je me suis posé la question aussi. Je sais pas. Peut-être. Toujours est-il, ce laniste, Lentulus Batiatus, possède donc une école de gladiateurs à Capoue. D'accord. Un peu au sud de Rome. Il se dit, lui, ce mec-là, il est Thrace, il doit savoir se battre. Bah, c'est un ancien soldat. Ouais, il est Thrace, c'est un ancien soldat et brigand, bon. Ouais. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas la fête non plus quand même d'aller dans une école de gladiateurs, mais l'alternative, c'est d'aller à la mine. Donc l'un dans l'autre, c'est peut-être pas plus mal. Il va pas à la mine? Non, alors non. Enfin, on n'a aucune preuve qu'il y soit allé, quoi. D'accord, parce que je sais plus, j'ai des images de... En fait, j'ai des images du film. Oui, mais alors on va voir que, en fait... Mais en fait, dans mon cerveau, les images du film se mélangent avec les images de Gladiator. Et donc, je sais plus dans lequel il se retrouve en Afrique. C'est dans Gladiator qu'il se retrouve en Afrique. Dans Gladiator, à un moment donné, il est en Afrique, ouais. C'est ça. Et dans Spartacus, effectivement, il commence... Alors, il est pas à la mine, il est dans une carrière. Ouais. Mais alors, dans Spartacus, dans le film, il naît esclave. Et son père est esclave avant lui. Enfin, ses parents sont esclaves, etc. Et il grandit à la carrière. Mais alors ça, c'est faux, quoi. Mais bon, c'était peut-être pas assez hollywoodien, déserteur, brigand. Bon, en tout cas, moins d'un an après être arrivé à Capoue, Spartacus et 300 de ses petits copains gladiateurs commencent à se dire que, bon, maintenant qu'ils savent se battre... Et qu'ils sont 300. Qu'ils sont 300 et qui sont donc plus que leurs geôliers, bah, on pourrait peut-être se faire la malle, quoi. Qu'on nous donne des armes. Ouais. Enfin, ils ont peut-être pas les armes tout le temps, mais... Souci, ils sont dénoncés avant de pouvoir préparer un plan sans accroc, mais un peu plus de 70 d'entre eux, dont Spartacus... Se barrent. Ouais, se barrent, font le truc, bon bah tant pis, on tente le tout pour le tout, et ils se cassent. On ne sait pas si Spartacus s'est vraiment battu dans l'arène, parce que... on n'a pas retrouvé les flyers. Ouais, et t'es peut-être que à l'école. Ouais. Il y a un débat sur les historiens sur est-ce qu'il a été un Thrace, parce que donc, les gladiateurs ont des noms, machin, ou pas. Bon, enfin, bon. Rétière. Oui, voilà, mais on s'en fout. Très vite, donc, les 70 gladiateurs, un peu plus, échappés, s'emparent d'un chariot d'armes destiné à une autre école de gladiateurs, donc ils ont des armes. C'est cool. Enfin, des armes de scène. Oui, enfin, qui coupent vraiment, quand même, parce que bon, faut pas se mentir, hein, les gladiateurs, ils sont censés se buter, quoi. Je sais pas, tu me parlais de Vince McMahon. Oui. C'est un peu du catch violent, quand même, hein, le gladiatisme. En tout cas, ils ont des armes, ce qui leur permet de se ravitailler en bouffe, en pillant, hein. En prenant de la bouffe. Voilà, en prenant de la bouffe là où elle est, et de tenir tête à la milice de Capoue, qui, ils devaient peut-être pas être aussi bien entraînés, quoi. Ouais. Ou, ils sont peut-être dit, est-ce qu'on va vraiment aller se battre contre eux, ou à un moment ils vont partir. Ouais. Le fait est qu'ils se barrent. Ensuite, ils fuient dans la campagne, en Campanie. Il l'a bien nommé. Voilà. Et ils commencent à vivre en faisant des razzias sur les propriétés agricoles locales, les latifundas. Et en fait, dans ces latifundas, les ouvriers sont principalement des esclaves, ou quand ils ne sont pas esclaves, c'est pas franchement mieux, leur situation. Ouais, ils sont juste... Ils sont plus ou moins libres. Ils ont pas les mêmes papiers. Mais... Ouais, voilà, ils ont des papiers. Ouais. Mais ils ont la même passion, quoi. Ouais. Et en fait, donc, quand Spartacus et ses potes viennent faire une razzia sur une latifundas, les esclaves et les paysans, enfin les ouvriers agricoles, ils les voient repartir, ils font... On peut venir avec vous? Comment ça se passe? Parce que notre vie, elle est pourrie. Hein. On va pas se mentir non plus. C'est vraiment pourri. Donc, vers la fin de l'année moins 73, Spartacus est à la tête d'un groupe de plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Et Rome commence à trouver que c'est un problème à régler. Ouais. Une sorte de nuage de criquet. Oui, voilà, que ça commence à bien faire, quoi. Parce que nourrir tout ça et l'intendance et tout ça, ça doit commencer à être compliqué quand t'es plusieurs milliers. Quand t'es 70, déjà 70, ça commence à faire beaucoup. Quand t'es plusieurs milliers, ouais, ça prend plus de trucs. Après, ils sont tous égaux, quoi. Enfin, ils sont censés... En fait, on n'en sait rien, mais... on imagine que... Ils abolissent la propriété privée et tout ça, quoi. Voilà.
Donc le Sénat envoie un prêteur, Caius Claudius Glaber, avec 3000 miliciens, rassemblés un petit peu à la hâte. Glaber pousse le groupe de Spartacus vers le mont Vésuve, où il se dit, ils vont être coincés, donc je vais faire le siège, ils vont mourir de faim, et puis voilà, quoi. Triomphe, gloire, tout ça. Laurier. Voilà. Sauf que Spartacus et ses potes, ils sont malins, et donc ils vont fabriquer des cornes avec les vignes qui poussent sur le mont Vésuve et s'en servir pour descendre du côté abrupt du mont Vésuve qui était censé les prendre au piège. Donc ils descendent par là, ils font le tour de l'armée de Glaber et puis ils attaquent en même temps des deux côtés. Et ils les écrasent. Voilà. Donc pas de triomphe. Pas pour le bon, quoi. Donc Spartacus et ses copains, et maintenant ils ont de l'équipement militaire, hein, parce que la milice rassemblée à la hâte, ils avaient quand même de l'équipement militaire. Et puis ils ont le moral gonflé à bloc. Donc dans la foulée, ils défoncent un deuxième prêteur qui a été envoyé par le Sénat, avec 2000 hommes cette fois-ci, parce qu'ils se sont dit, ça n'a pas marché avec 3000, donc on va en envoyer moins. Non, ils les avaient envoyés en même temps. Et donc les deux prêteurs se font ramasser. Et la nouvelle de leur victoire se répand finalement dans la région, et notamment au sein des populations esclaves et pauvres, qui se disent que tant qu'à faire, on va aller les rejoindre. Ça a l'air vachement mieux. Ce qui fait qu'au début de moins 72, ils sont 70 000. Ah oui, ça commence à faire un petit peu. Ouais, ça commence à faire un peu beaucoup. Pour subvenir à ses besoins, donc, l'armée des esclaves étend sa zone de pillage, parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même les faire bouffer, ces 70 000 personnes. Donc, ils étendent la zone de pillage à tout le sud-ouest de l'Italie. Et malgré les efforts de Spartacus et des autres chefs, les pillages sont un peu accompagnés de massacres, viols, On pille, quoi. Ouais, voilà. Alors ça, c'est plus tard que les autres qui le disent. En fait, en pratique, ils savent pas si Spartacus était vraiment en mode non, mais on pille, mais gentiment, ou pas. Ouais, ou même s'ils le savaient, parce que quand tu arrives à 70 000, tu commences à perdre un peu d'informations. Ouais, de toute façon. Au printemps moins 72, l'armée des esclaves se divise. Crixus, un Gaulois, ancien gladiateur de l'école de Capoue, lui aussi, prend la tête d'une troupe de 30 000 hommes, principalement des Gaulois et des Germains, et s'en va piller le sud-est de l'Italie. Parce que, il ne peut pas y avoir assez de choses dans l'ouest, on ne sait pas trop. Spartacus, avec le gros des troupes, lui, parce que donc 30 000, c'est quand même qu'une fraction de l'armée des esclaves. Mais voilà, c'est encore une fois, on retrouve dans le truc de gauchiste on se sépare, on fait des mouvements. On ne sait pas trop si c'est parce qu'ils s'entendaient plus ou si c'est juste, là on commence à avoir du mal à trouver de la bouffe, donc il faut aller en chercher ailleurs. Ou si c'est purement un truc ethnique de, nous on va rester entre Gaulois, puis vous restez entre pas Gaulois. La non-mixité. Ouais. Encore. Oh, un peu trop woke. Ce Crixus, peut-être. Spartacus. Les indigènes de l'esclavage. Spartacus, lui, avec le gros des troupes, donc il commence à marcher vers le nord. Alors, pourquoi ? Certains historiens prétendent qu'il voulait marcher sur Rome pour renverser la République, renverser le système esclavagiste, tout ça. D'autres disent que son but était de traverser les Alpes pour quitter la zone d'influence romaine et puis éventuellement rentrer chez lui. Ouais, ou être libre. Ou être libre, en tout cas. Puis avoir des prêteurs qui viennent te saouler. Voilà. Bon, on sait pas trop, mais quoi qu'il en soit, le Sénat commence, lui, à avoir un petit peu des sueurs froides, parce que ça se passe plus dans le sud, maintenant ça revient vers nous. Ouais, et que Rome, c'est quoi ? C'est 400 000 personnes ? 450 000 personnes ? Ouais, je pense, à l'époque, un truc comme ça, puis il n'y a pas de garnison permanente à Rome, parce que pas le droit d'avoir des armées dans Rome. Oui. Donc, et puis il y a quelques esclaves aussi dans Rome, j'imagine. Ouais, un peu partout. Hein. Donc ouais, ils commencent un petit peu à flipper, les mecs. Donc, ils envoient les deux consuls à la tête de deux armées pour régler le problème. Donc, les consuls, c'est le plus haut titre que tu peux avoir dans la République d'Europe. Et donc, c'est un général aussi. Le premier, Lucius Gellius Publicola, à la tête de 10 000 légionnaires quand même. Ah oui. Remarque, oui, les autres sont 40 000 en face. Ouais. Mais bon, il y a des femmes et des enfants. Voilà. Bon, en tout cas, donc Lucius Gellius Publicola, il va à la rencontre du groupe de Crixus, donc les Gaulois, qui sont 30 000. Les deux armées se rencontrent au mont Gargano et les troupes de Crixus sont annihilées.
On peut pas vraiment le dire autrement, quoi. Et d'ailleurs, lui-même va mourir pendant la bataille. Pendant ce temps, Spartacus et les 120 000 hommes, femmes et enfants qui l'accompagnent progressent donc toujours vers le nord. Le deuxième consul poste son armée pour leur barrer la route. Mais il se fait marcher dessus. Parce qu'ils sont 120 000 et ils ont faim. Voilà. Puis qui était peut-être pas très très bon consul non plus. Pour venger la mort de Crixus, Spartacus aurait forcé 300 soldats romains prisonniers à se battre jusqu'à la mort dans une arène improvisée comme des gladiateurs. Bon, on ne sait pas vraiment si ça existait, ça, mais c'est un peu le Royal Rumble de l'extrême. Oui. On ne sait pas si le vainqueur a pu recouvrer sa liberté. Parce qu'en fait, on n'est pas bien sûr que ça ait vraiment eu lieu. Que ce soit vraiment passé comme ça. Voilà. Ensuite, les récits des historiens romains divergent un peu. Mais il semblerait que Spartacus ait remporté d'autres victoires contre les armées consulaires vers le centre de l'Italie, donc plus ou moins pas très loin de Rome, avant de retourner dans le sud pour passer l'hiver. Et c'est là où on ne sait pas bien pourquoi il a décidé de changer d'avis et de redescendre dans le sud. Parce qu'il faisait peut-être un peu froid dans le nord. Bah, moi, c'est ce que je me dis, c'est qu'il se dit, vu la vitesse à laquelle on va, à ce rythme-là, on va arriver dans les Alpes en hiver. Ce qui est pas très intelligent. C'est un peu con. Est-ce qu'il savait que ses troupes n'étaient pas capables de prendre Rome ou même de s'attaquer à d'autres armées consulaires on ne sait pas trop. Bon, toujours est-il, il retourne dans le sud. Dans la région du Rhegium, qui est la pointe sud-ouest, tu vois, là, en bas de la botte, il y a deux petites pointes. Et ben, c'est celle qui est au sud-ouest. D'accord. Voilà. Donc, il s'installe là pour passer l'hiver et il se met à commercer avec les marins et les pirates du coin, parce que donc, du coup, il y a plein de bateaux qui passent par là pour se ravitailler, c'est plus pratique. Comme dans tout leur pillage, là, ils ont aussi récupéré des métaux précieux, des trucs précieux qui se mangent pas. Ben, ils l'échangent contre des trucs qui se mangent. Et comme ils savent bien qu'à un moment donné, on va pas les laisser tranquilles, bon, ils achètent des armes aussi, quoi. Voilà. Ouais, ils sont pas dans l'épargne. Non, pas trop. Mais bon, ils se préparent quand même. Oui. À Rome, on profite du répit pour essayer de trouver une stratégie efficace contre l'armée des esclaves. Mais comme le Sénat est au bord de la panique, on décide surtout de pas faire dans la dentelle et puis d'envoyer le plus de mecs possible, quoi. Comme stratégie efficace, finalement, ça marche. Le problème, c'est qu'il faut trouver un moyen de les financer. Et puis un type pour les diriger, parce qu'on a perdu 2 consuls quand même dans l'histoire. Heureusement, un homme est prêt à se dévouer pour sauver la République et rétablir l'ordre, et cet homme, c'est Marcus Licinius Crassus. Oui. Son nom est resté. Son nom est un peu resté. Alors, là, si on faisait de la pub, ce serait le bon moment pour faire une coupure pub, pour faire un peu cliffhanger et tout, machin. Donc, si t'as de la pub à faire... Eh ben, écoute, peut-être pour la réponse D, qui vient de reprendre. Voilà. Les nouveaux épisodes de la réponse D, 2 minutes chaque jour pour en apprendre un peu plus. Vous retrouverez quelques sujets dont on a parlé dans la confiture, peut-être que quelques sujets dont on parlera un autre jour. Mais la réponse D est en ligne. Voilà, allez écouter la réponse D. Donc, retour à nos moutons. Un homme se lève pour porter au secours de la ville éternelle, et ce héros, c'est Marcus Licinius Crassus, et c'est un des plus fiefés salopards de l'époque. Donc, Crassus est fils de consul, arrière-petit-fils de consul, issu de l'aristocratie sénatoriale. À la mort de son père, il va hériter d'1 800 000 sesterces. Il n'a pas beaucoup biné les champs, quoi. A priori, non. Il va démultiplier la fortune familiale en faisant commerce des esclaves, en tenant des bordels, et en créant... Avec des esclaves ? Oui, oui, là, on peut supposer que les prostituées étaient aussi esclaves. Et en créant des brigades de pompiers, payantes, hein, Ben oui. dont on soupçonne qu'elles allumaient elles-mêmes les incendies. Oui, ce serait dommage. Sinon, elles font rien. Oui. Ça sert à rien, quoi. Mais sa source de revenus la plus importante, c'est la spéculation immobilière. Parce que... Un mec bien. Oui, ouais, non. Un mec hyper bien. En gros, il va racheter à bas prix les maisons voisines et donc endommager des incendies que ces brigades de pompiers ont allumés et éteints. Enfin, éteints une fois que la transaction est effectuée. Hein. Et autre façon de récupérer des biens immobiliers à vil prix, au début de sa carrière, il va racheter les maisons et les propriétés des hommes politiques victimes de la dictature de Sylla, donc qui était 20 ans en gros avant l'époque dont on parle là.
Crassus a été lieutenant de Sylla à un moment donné, enfin les gars, bref. Et Sylla, en fait, ses ennemis politiques, il les condamne à la proscription. En gros, il met une prime sur leur tête. N'importe qui revient avec leur tête et gagne de l'argent. Et donc ensuite... Comme au Texas. Comme au Texas, plus ou moins. Si t'es au courant de ça, bah, racheter les propriétés au bon moment, c'est facile. Il semblerait que Crassus, même à un moment donné, va faire des proscriptions lui-même et que Sylla va lui dire non, tu ne peux pas faire ça. Demande-moi. Si tu veux, tu me demandes. Et puis il faudra peut-être qu'on arrête aussi quand même, parce qu'on a quand même buté... il y a 500 nobles, je crois, qui passent quand même. Bon, c'est des nobles, on va pas pleurer non plus, hein, mais... Et puis apparemment, ça se retrouve. Oui. En 20 ans plus tard, il y en a encore. Oui, bah oui, non, bah, ça va. Bon, cela dit, les pères de Crassus sera victime de l'ennemi de Sylla, le même genre de truc. En moins 71, à 45 ans, donc, Crassus est l'homme le plus riche de Rome. Il s'est substitué à Crésus dans l'expression populaire. Hein, on est riche comme Crassus maintenant. Et il utilise principalement sa fortune pour corrompre des juges et s'acheter des partisans pour se faire élire. D'accord. Bref, on a une opposition nuancée. Oui, voilà. Pour aller combattre Spartacus, il finance donc lui-même l'équipement et la solde de 6 légions de vétérans, en plus de ce qui reste des 2 légions consulaires qui sont un petit peu fait marcher dessus par Spartacus. Donc il est à la tête de 50 000 légionnaires. Allez. Armés et entraînés. Puisque donc c'est des vétérans en plus, les mecs. Au printemps moins 71, l'armée des esclaves a repris la route du Nord, toujours pour essayer de traverser les Alpes. Et Crassus commence par disposer ses légions afin de lui barrer la route. Mais il cherche pas vraiment la bataille rangée. Pour le moment, il se contente de les empêcher de faire des razzias. Histoire de les affamer un peu, quoi. Puis de les rendre... comment dire ? Oui, que les dissensions internes soient exacerbées. Voilà. Mais un des légats de Crassus désobéit et va à l'affrontement. Se fait un peu piner, d'ailleurs. Parce que, en fait, Spartacus est plutôt bon comme général. Et pour bien faire comprendre à ses troupes qu'il est plus dangereux que l'ennemi, Crassus décide de soumettre les survivants à un châtiment qui est un peu tombé en disgrâce à l'époque, la décimation. 1 sur 10. Voilà, au hasard, on le tue. Bien, donc tu vois un général que ses hommes suivent parce que ils aiment, tu vois, c'est ça. Son sens du devoir. Bon, comprenant qu'il passera pas, Spartacus se réfugie avec ses troupes dans le sud et il retourne dans le Régime, où il va négocier avec des pirates ciliciens, de Cilicie en Turquie, le passage vers la Sicile. Chez Cicéron. Cicéron, il est cilicien ? Il est sicilien. Non, il est proconsul de Cilicie à un moment. Ouais, c'est possible. Oui, il y en a pas mal qui sont proconsuls de Cilicie. Ça rapporte, je crois. Oui, moi, ça m'a marqué parce que, un moment anecdote, c'était mon bac en latin. T'as eu latin au bac ? J'ai eu latin au bac. La première phrase que je dis à l'examinateur, c'est « On est en face d'un texte de Cicéron qui était consul de Cilicie. » Et le mec m'arrête et me dit « On n'est pas consul de Cilicie. On est proconsul de Cilicie. » Ça commence bien, quoi. Voilà. Autant dire que ça m'a marqué. Ouais. Donc, il négocie avec les pirates le passage vers la Sicile. Mais Crassus et le propriétaire de Sicile, qui est un autre beau spécimen d'enfoiré, c'est... Bon, je m'étale pas, mais c'est un enculé, vont acheter les pirates pour trahir Spartacus, qui se trouve donc un petit peu coincé dans le Régime, et pour finir de le coincer, Crassus fait construire une ligne de retranchement de 55 km de long, en travers de l'isthme. Build the wall. Voilà. 4,50 m de large et de profondeur, une palissade. C'est bon. C'est bon. On va juste mettre le siège à toute une région. Ce sera plus simple. Entre-temps, le Sénat, qui a que moyennement confiance, en fait, dans les capacités militaires de Crassus, qui est certes riche, mais pas vraiment général, ordonne à Pompée, qui était en train de rentrer d'Espagne avec ses légions, parce qu'il a maté une petite rébellion là-bas, enfin bon. Oui. Bref, ils ordonnent à Pompée de faire route vers le sud pour être bien sûr que Spartacus, on l'écrase. Crassus, lui, ne veut pas se faire voler la gloire par Pompée, et donc accentue la pression sur l'armée des esclaves. Spartacus tente de négocier avec Crassus une issue pacifique, enfin, en tout cas, au moins laisser partir les femmes et les enfants, soyez cool, quoi.
Ça n'a pas l'air d'être son style à Crassus. Non, surprise, Crassus refuse. Du coup, l'armée des esclaves tente le tout pour le tout. Ils arrivent à forcer le blocus à la faveur de la nuit. Donc, sa ligne de retranchement, elle ne va pas être hyper bien construite non plus. Et ils fuient vers la campagne. J'aime bien le à la faveur de la nuit, tu sais, t'as l'impression que c'est un truc machin, mais les mecs ils sont 100 000. Ouais, je pense que ça doit pas être si discret que ça, quoi. non, mais je pense que tu dois avoir l'avant-garde qui arrive pendant la nuit, qui bute une sentinelle ou deux, couvre une porte, et puis après on court, quoi. Mais en même temps, tout ça a été raconté un siècle plus tard, donc on sait pas trop. Parce qu'on parle, dans ce que j'ai lu, il y en a un qui dit à la faveur de la nuit par une nuit de neige. Dans le Régium, on n'est pas en hiver, hein. Donc on est au sud de l'Italie. Hein. Bon. Écoute. Mais pourquoi pas, peut-être. C'était pas une phase glaciaire? Ça doit être ça. Crassus donc lance ses légions aux trousses de l'armée des esclaves, qui, pris de panique, se divise un petit peu. Un premier groupe est rattrapé par les légions de Crassus et 12 000 rebelles sont tués. Voilà. Le gros des troupes avec Spartacus s'arrête en fait et se dit bon on va se retourner puis on va faire un dernier baroud d'honneur parce que là clairement de toute façon au nord il y a Pompée qui descend et derrière nous il y a Crassus, allez quoi. Ils peuvent pas dire allez on se disperse et puis on essaie de passer à travers et puis on fait 10 000 armées de 1 quoi. En fait quand je dis qu'il y a un groupe qui se divise en fait il y a un gros groupe. Ils sont 12 000, ils se font défoncer. Mais il y a plein de petits groupes qui se font tous défoncer. Donc, à un moment donné, bon. Ouais, tu penses que tu peux pas te dire, genre, bon, maintenant je me cache et... Peut-être qu'il y en a qui sont retournés dans leur latifunda ou des trucs comme ça, mais bon, Spartacus et ses fidèles, en tout cas, ils disent non, allez, vas-y. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. On a quand même le nombre avec nous, hein, parce qu'ils sont plus. Oui. Bon, certes, on a moins d'entraînement et des armes qui sont moins bien, mais enfin, voilà. Bref, la bataille finale a lieu en Lucanie et c'est un massacre. Hein. L'armée des esclaves est quand même à bout de force, elle est sous-équipée, donc elle est anéantie par les légions de Crassus. Il y a 60 000 insurgés, dont Spartacus, qui sont tués sur le champ de bataille, et seulement 1 millier de légionnaires. Oui, effectivement, c'est un massacre. Voilà, c'est un massacre. Mais du coup... Ouais, Spartacus, il se fait tuer là pendant la bataille. Ouais, bon, en fait, on n'a jamais retrouvé son cadavre, mais a priori, il se fait tuer à ce moment-là. Donc il se fait tuer à ce moment-là, mais est-ce qu'on l'a déjà vu dans la même pièce que Crassus? Non. On ne sait pas, ça se trouve. Ça se trouve, c'est la même personne. Oui. Il ne reste plus de l'armée des esclaves que des groupes de fuyards, donc. Alors, ils peuvent être gros, hein, mais bon, c'est des fuyards. Un premier groupe de 5000 anciens esclaves tombe sur les légions de Pompée, qui donc arrivent dans la région et les massacrent. Voilà. Un deuxième groupe de 6000 anciens esclaves est rattrapé par les légions de Crassus. Qui les massacre? Oui, mais avec une pointe de raffinement. Il les fait tous crucifier le long de la voie Appia entre Cordoue et Rome. La Via Appia, c'est la principale voie de communication dans l'Italie. C'est la plus grosse voie romaine. C'est la Regina Viarum, littéralement la voie royale. Quand on dit passer par la voie royale, c'est passer par la Via Appia. Là encore, c'est comme pacifier le Languedoc. En tout cas, c'est pas le petit chemin qui sent la noisette. Mais en gros, entre Cordoue et Rome, il y a 250 km. Mm-hmm. Donc, 6000 crucifiés, ça fait un type crucifié tous les 40 mètres environ. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis pas... Enfin, je comprends le truc de... on va prévenir que... Tu vois qu'il faut pas le faire, machin. Il y a un moment, tu vois, quand tu tapes 250 bornes avec un mec un cadavre tous les 40 mètres, tu te dis, ouais, là, c'est trop, quoi. Écoute, bon, en tout cas, on peut dire quand même c'est un autre style que la pyramide de crâne, mais ça doit bien envoyer le même genre de message. La route de crucifié, Mais, tu vois, Pompée va récolter les honneurs d'avoir mis fin à la guerre, même si tout ce qu'il a fait, c'est buter 5000 Oui, mais je pense qu'on préfère lui que Crassus, en fait, c'est surtout ça. Voilà, peut-être que le Sénat n'a pas trop apprécié la route des crucifiés. En tout cas, Crassus ne reçoit pas de gloire à ce moment-là, ce qui va l'énerver un tantinet et donc va le faire détester Pompée. Cela dit, ça va pas les empêcher d'être élus consuls l'année suivante
Crassus et Pompée, alors que ni l'un ni l'autre n'avait le droit de se présenter. Pompée parce qu'il est trop jeune, Crassus parce qu'il n'a pas fait le cursus honorum. Oui, il n'a pas les 500 signatures. Voilà, mais ils ont du fric, donc... Et puis surtout, une fois qu'ils ont fini ce truc-là, ils sont tous les deux pleins de légions. Oui, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec nos soldats? Et le Sénat, il dit, bon, bah alors, c'est bon, vous avez plus besoin de vos légions. Et ils font... Dans le doute, on va les garder à côté de Rome. C'est quoi cette histoire d'élection? Ouais, voilà. Cette histoire de signature? Mes soldats, ils ont le droit de voter ou pas? Comment ça se passe? 10 ans plus tard, ils vont former le premier triumvirat avec Jules César. Puis le reste, c'est l'histoire, quoi, comme on dit. Et donc voilà. Ça, c'est l'histoire de Spartacus, la vraie histoire de Spartacus, telle qu'on la connaît par des historiens qui la racontent donc sous l'Empire, minimum un siècle plus tard. Les premières sources. Ouais, en fait, il y a un mec qui a écrit une dizaine d'années plus tard, mais on a perdu ses sources. Ouais. Enfin, on a perdu son texte, donc voilà. On sait qu'il a écrit parce que les autres le citent, mais... Ouais, voilà, mais on ne sait pas ce qu'il a écrit. Bon, à part le fait que, oui, d'accord, c'est un révolté et tout, on voit pas trop comment ça devient un héros à ce moment-là de populaire, quoi, Spartacus. Et même jusqu'au XVIIIe siècle, en fait, c'est plus ou moins un détail de l'histoire de Rome, Spartacus. Bah, ça le reste encore un peu. Hein. Oui, mais maintenant, tout le monde connaît Spartacus, plus que Crassus, tu vois, même. Alors que plus tard que son histoire, c'est la vie de Crassus, hein, c'est pas la vie de Spartacus. Mais au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières et les abolitionnistes vont s'emparer de la figure de Spartacus. D'abord, il est le sujet d'une tragédie de Bernard-Joseph Saurin, en 1760, qui exalte la liberté et l'inhumanité de la guerre, mais que Diderot trouve nulle. Ensuite, en 1771, Voltaire écrira, je cite encore, « De toutes les guerres, celle de Spartacus est la plus juste et peut-être la seule juste. » Il y a le sens de la formule, un peu Voltaire. Bon, certes, il n'avait pas encore entendu parler de la guerre des émeus, qui était quand même un peu plus... Qui a un peu plus de style. Mais... Voilà, mais bon, on lui pardonne. En fait, donc il y a après plein d'abolitionnistes qui vont appeler à l'émergence d'un nouveau Spartacus pour sauver les esclaves de l'époque. Et on croit le trouver, ce nouveau Spartacus, en Haïti. D'abord chez Vincent Auger, qui est un métis qui va mener une révolte de mulâtres et d'affranchis en 1790, puis chez Toussaint Louverture, qui va libérer l'île. Et donc, on va appeler le nouveau Spartacus. Appeler quelqu'un nouveau Spartacus, c'est quand même des massacres de... Oui. Je veux dire, t'as mené une centaine de milliers d'hommes à se faire massacrer, quoi. Voilà. C'est peut-être un peu pour ça, d'ailleurs, que les révolutionnaires vont pas trop en parler. On en reparlera plus tard. Au XIXe siècle, Lamartine et Victor Scholler, notamment, vont invoquer à nouveau la figure de Spartacus pour réclamer l'abolition de l'esclavage, plus en disant, dis donc les gars, si là on les libère pas, les esclaves, il y a un moment donné, ils vont tous nous massacrer, quoi. Ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux que nous dans les Antilles, donc voilà. Et donc, on aura effectivement abolition de l'esclavage en 1848. Bon, c'est compréhensible à l'époque. Ouais, ok, Spartacus est un esclave qui se révolte. Il y a des esclaves qui peuvent se révolter. Il peut y avoir un Spartacus. Mais rien ne prouve que pendant sa révolte à lui, vraiment, en moins 72, là, Spartacus voulait vraiment mettre fin au système esclavagiste. Oui. On sait que lui voulait se libérer. Ça se trouve, il avait des esclaves. En fait, rien ne prouve que le système esclavagiste lui-même était à remettre en cause. Parce que... Il avait une idéologie derrière. Voilà. Ça se trouve, il voulait juste rentrer chez lui, en fait. Tu vas se barrer. Et puis bon, c'est un peu dérapé, quoi. Cette histoire, ça a fait boule de neige, tout ça, mais voilà. Après, de fait, après la Troisième Guerre servile, parce que c'est la Troisième Guerre servile, hein, la révolte de Spartacus, les deux premières se sont passées dans le siècle avant en Sicile, et ont été matées de la même façon. Hein. Ça finit toujours un peu pareil. Ouais. Mais de fait, après la Troisième Guerre servile, les riches propriétaires terriens vont commencer à traiter leurs esclaves un petit peu mieux et vont engager plus d'hommes libres comme ouvriers agricoles. Alors c'est peut-être aussi lié parce que après la guerre des Gaules, en fait, il y a moins de conquêtes pendant un siècle ou deux. Donc moins d'esclaves. Voilà, il y a moins de conquêtes, donc moins d'esclaves. Mais légalement, le droit des esclaves va s'améliorer que sous l'Empire, 1 ou 2 siècles plus tard. À l'époque, cela dit, ou plus tard qu'écrit l'histoire de Spartacus,
Donc indirectement, on peut dire qu'il a un peu contribué à améliorer le sort des esclaves, mais bon... oui, rien ne prouve que... Rien ne prouve qu'il ait vraiment voulu le faire, et en tout cas, lui n'a jamais mené l'abolition de l'esclavage. Ensuite, retour à l'époque moderne, la figure de Spartacus est reprise par la gauche révolutionnaire. Les spartakistes. Alors avant ça, par les communards. D'accord. Il y a un écrivain communard, Benoît Malon, qui va écrire un livre sur Spartacus, un roman historique, où il fait le parallèle entre les communards donc, et la révolte de Spartacus. Et c'est Benoît Malon qui va imaginer le premier que dans l'armée des esclaves, c'est une espèce d'utopie égalitaire où effectivement tout le monde mange à sa faim et il n'y a pas de propriété privée, etc. Karl Marx va écrire de Spartacus. Spartacus apparaît comme le type le plus épatant de toute l'Antiquité, un super général et tout. Et il va comparer les prolétaires de son époque aux esclaves de l'Antiquité. Comparaison, bon... Bah, c'est dur. Oui, il y a des points sur lesquels il n'y a pas tort, des points où c'est peut-être un peu poussé. Et pendant la Première Guerre mondiale, en Allemagne, donc, effectivement, les militants communistes Karl Liebknecht, pas facile à prononcer. Liebknecht ? Bah, ça s'écrit Liebknecht. Ouais, mais... je prononce mal l'allemand. Oui, voilà. Le IE, c'est juste un I. Comme okay. Liebknecht. Bon, bref. Et Rosa Luxembourg, plus facile, voilà. Plus connu. Vont faire paraître des tracts clandestins signés Spartacus, avec un K. Parce qu'ils sont allemands. Oui. Puis fonder la Ligue spartakiste, qui donnera le Parti communiste d'Allemagne et mènera la révolte spartakiste de Berlin en janvier 1919. À la suite de la Ligue spartakiste, tous les pays communistes vont rendre des hommages à Spartacus comme pionnier des révolutions prolétaires. Mais comme les dirigeants communistes ont un petit peu peur quand même que les paysans se révoltent, ils vont pas trop insister sur le côté révolte, ils vont plus insister sur le côté homme exalté et sur le côté sportif, en fait. Oui. D'où le Spartak Moscou. Dont on a parlé. Dont on a déjà parlé, mais qui en fait, il y en a plein des Spartaks de partout, et pas que dans le foot, dans tous les pays de l'Est. Parce qu'en fait, c'est toujours pas... Il n'y a pas que le Spartak, enfin, tu vois, c'est tous les clubs des pays de l'Est ont globalement des noms qui sont génériques, c'est-à-dire que le Dynamo, c'est l'armée... c'est le service de renseignement, et le Spartak, ça vient des... Enfin, donc on avait parlé dans notre épisode sur le football que vous pouvez retrouver. Le Spartak, ça a été créé par un dissident, enfin plus ou moins, et c'est les associations de jeunesse. Et après, je sais pas si les Spartas, c'est la même chose que les Spartak, parce que t'as le Sparta de Prague aussi. C'est peut-être plus avec Sparte. Je sais pas. Mais il y a des Spartaks un peu partout, jusqu'en Azerbaïdjan et tout. Et ils vont même créer en Union soviétique les Spartakiades, qui sont censés être le concurrent prolétarien des Jeux Olympiques. Il n'y aura que 3 éditions. Moscou 1928, Berlin 1931, Paris 1934. Spartakiades contre le fascisme, etc. Bon, là, clairement, l'idéal communiste, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on sait de la révolte de Spartacus. Ou en tout cas, on n'en sait pas... En tout cas, on n'en sait pas assez pour savoir s'il y avait un lien. Cela dit, le châtiment un peu extrême qu'a infligé Crassus aux esclaves, voire la voie de crucifier, est peut-être lié au fait qu'à l'époque, Rome, en fait, elle sort de 2 guerres civiles entre Sylla et Marius, dans lesquelles donc, Marius est du parti, alors c'est un peu un anachronisme de parler de parti politique, mais bon, de la tendance des populares, là où Sylla est du parti des optimates, donc de l'aristocratie. Les populistes contre les élites. En fait, on dit de Caius Marius, notamment, qui est 7 fois consul, donc qu'il est populiste. Et bon, de fait, au moment de la guerre civile, là, ça n'a plus grand-chose à voir avec le peuple. C'est surtout 2 mecs qui veulent être chefs, quoi. Mais à l'origine, le parti des populares revendique une réforme agraire pour redonner des terres aux petits paysans contre les latifundas, une meilleure redistribution du blé et des richesses, notamment pour la plèbe urbaine, et doubler le salaire des enseignants. Et une représentation de la plèbe dans les instances politiques. C'est à partir de ce moment-là que les tribuns de la plèbe commencent à avoir du pouvoir. Donc ça peut être lié un petit peu à des revendications communistes. Et les 2 premiers leaders des populares, les frères Gracq,
vont être violemment combattus par l'élite sénatoriale. Hein. Le premier est lynché et jeté dans le Tibre. Oui, donc violemment combattu. Ouais. Et le second est victime d'un senatus consultum ultimum qui autorise son élimination par tous les moyens possibles, par n'importe qui. Oui. C'est encore pire que de lui mettre une prime sur la tête. C'est juste, lui, si vous le voyez, vous pouvez le tuer. Comme ça. Comme ça. D'un autre côté, la prime, tu vois, c'est on vous donne de l'argent pour le tuer. Ça. Là, tu comptes juste sur le plaisir des gens à tuer quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Il y a peut-être une prime aussi qui est liée, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais enfin voilà. Donc on peut peut-être accorder quand même aux militants communistes du début du XXe siècle que l'oligarchie a répondu à l'époque de la même façon qu'à la leur aux aspirations égalitaires du peuple. Bon, c'est un peu tirer le fil, mais pourquoi pas. Mais dans les pays occidentaux aussi, Spartacus devient un héros de la gauche. Et il inspire des écrivains comme l'anglais Arthur Koestler, qui sont à la fois socialistes et juifs. Parce que les sionistes, en fait, voient dans la figure de Spartacus un petit peu... L'exode aussi. Ouais, font un parallèle entre le peuple juif et les esclaves de l'Antiquité, qui sont obligés de se révolter pour rentrer chez eux, du coup. pour rentrer chez eux et pour espérer pouvoir vivre librement. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que les écrivains font mourir Spartacus sur la croix. Ils le font crucifier à la fin par Crassus. D'accord. Ce qui, a priori, n'a pas eu lieu. Hein. Bon. Non pas que Crassus n'ait pas crucifié des gens, mais a priori, mais pas lui. Pas Spartacus. Ce qui lui donne une dimension christique, du coup. Aux États-Unis, Howard Fast, militant communiste d'origine juive ukrainienne, est victime du McCarthyisme, placé sur la liste noire du cinéma parce qu'il était aussi scénariste, et en réaction, il écrit un roman historique sur Spartacus parce qu'il se voit comme victime de l'arbitraire. Mais comme il est sur liste noire, il est obligé de l'éditer lui-même en auto-édition en 1951. Il est un peu connu, donc il en vend quand même 45 000 exemplaires en auto-édition. Il y a plein de gens en fait qui lui ont donné de l'argent avant. Il a fait un crowdfunding. Il a fait un Kickstarter. Ouais. Et d'une façon ou d'une autre, le livre atterrit entre les mains de Kirk Douglas. Lui-même, fils d'immigrés juifs russes. Biélorusses même. Kirk Douglas se prend de passion pour Spartacus parce que, comme les sionistes, il y voit un lien. Et comme il est vexé de ne pas avoir été choisi pour Ben-Hur et qu'il aimerait bien avoir son péplum à lui, il décide de produire lui-même l'adaptation de Spartacus. On ne sait pas, a priori, Kirk Douglas n'était pas communiste, mais il n'était pas gêné par le sous-texte communiste qu'avait mis Howard Fast dans son bouquin. Pas gêné, en fait, par les communistes, parce qu'il confie même le script à Dalton Trumbo, qui est lui-même sur liste noire pour appartenance au Parti communiste, mais qui est censé être le plus grand scénariste de l'époque. D'accord, donc il s'entoure des meilleurs. Ouais, il s'entoure des meilleurs, plus ou moins. Et il donne la direction du film à Anthony Mann, qui va réaliser Le Cid quelques années plus tard. Mais Kirk Douglas va finir par virer Anthony Mann au bout de 2 semaines de tournage parce qu'il le trouve un petit peu faible face aux autres acteurs, sachant qu'il y a un casting de ouf quand même. Dans Spartacus, il y a Laurence Olivier, il y a Tony Curtis, enfin bon... oui. Casting de ouf. Les grands péplums de l'époque, quoi. Ouais. Et Kirk Douglas va appeler Stanley Kubrick à la rescousse, avec qui il a tourné Les Sentiers de la Gloire quelques années plus tôt. Kubrick, il aime pas le script de Trumbo, en partie parce qu'il adhère pas aux idées communistes, mais en partie parce qu'il trouve que ça manque un petit peu de peps, quoi. Donc, il va réécrire un certain nombre de scènes du film. Au montage, les studios Universal qui financent quand même tout ça, vont trouver aussi que ça reste un petit peu trop communiste et vont supprimer 42 scènes, surtout les scènes de victoire de Spartacus contre les légions romaines. Et sous la pression de la Ligue pour la Vertu, ils vont ajouter une voix off au prologue qui fait de Spartacus un héros de la liberté et de l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que la voix off au début, c'est elle qui dit Spartacus est fils d'esclave, machin. Et 2000 ans avant l'abolition de l'esclavage que nous, on a porté fiers américains, il va se lever contre ce système impie. Donc, tu me dis qu'on pourrait avoir 42 scènes de plus dans Spartacus parce que ça ramènerait le film à une durée normale, parce qu'il est un peu court. Oui, il fait seulement 3h20. Je crois que le premier montage, il fait près de 4 heures.
En plus, dans le film, les sénateurs Gracchus qui n'existe pas, parce que c'est censé être les frères Gracq qui sont morts un siècle avant, mais Crassus, etc., sont joués par des acteurs anglais, là où les esclaves sont joués par des acteurs américains. Ce qui fait qu'on rajoute à tout ça un petit peu un côté les pères fondateurs, enfin les Américains pendant la guerre d'indépendance, ce qui aide un petit peu à faire passer la pilule. Ouais, à faire passer la pilule du sous-texte communiste. Cela dit, à sa sortie, le film est quand même condamné par John Wayne et Eda Hopper, qui sont les défenseurs du macartisme, les vrais grands. Non, un bon coco est un coco mort. Donc, il est dénoncé comme un film de coco. T'as la American Legion, les vétérans qui vont faire des piquets de grève devant les cinémas pour empêcher les gens d'aller voir le film. Et le film est sauvé par Kennedy, JFK, qui est président, qui vient d'être élu président, et qui va le voir en salle, en passant au travers d'un piquet de grève de l'American Legion. Une époque où les présidents américains pouvaient aller juste au cinéma. Ouais, alors... Bon, celui-là, le président américain, finira mal. En l'occurrence, je sais pas si JFK, c'est le meilleur exemple de ça. Non, mais bon, c'est quand même... Et du coup, l'imaginaire américain s'empare de Spartacus, qui devient une incarnation du rêve américain et un héros de la liberté face au totalitarisme, notamment au totalitarisme soviétique. Oui. On peut supposer que Howard Fast et Dalton Trumbo aient pas été hyper fans de ce dénouement et de ce retournement de situation, mais comme le premier a vendu des millions d'exemplaires de son roman après la sortie du film, et comme le deuxième, Trumbo, a été crédité comme scénariste sur Spartacus, ce qui de fait met fin à la liste noire, bon bah ils ont pas trop fait de vagues quoi. Trumbo, c'est pas celui qui a écrit Johnny Got His Gun? C'est possible, il a écrit plein de films de l'époque. Hein. Johnny Got His Gun, enfin le roman. Ah, c'est pas le film où il y a Sinatra qui a été adapté avec Sinatra dans le... Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai lu que le livre et... C'est possible, il a écrit plein de trucs, il a gagné plein d'Oscars, Trumbo, bon. Donc ces deux-là, ils n'ont pas trop fait de vagues, il y a que Kubrick qui a renié le film, parce qu'en fait, malgré le fait qu'il ait 4 Oscars, le film, oui. Notamment pour Best Cinématographie, sachant que le directeur de la photo s'est plaint après publiquement qu'en fait, il a rien fait parce que Kubrick faisait tout. Mais Kubrick a renié le film parce qu'il n'a pas eu le dernier mot sur le scénario et sur le montage. C'est la dernière fois que ça lui arrivera. Après, il contrôlera tout sur tous ses films. Et bon, ouais. Et voilà comment Spartacus est devenu un héros des deux côtés du rideau de fer et un héros pour tout le monde, finalement. Ce qui est bien. Oui, ce qui est plutôt pas mal. Mais alors donc, pourquoi pendant la Révolution française, c'était pas un héros? Bah parce que à l'époque, comme tu le disais, en fait, Spartacus, c'est surtout un mec qui a mené au massacre plein de gens, quoi. Donc c'est un peu trop violent, même pour les Jacobins. Oui, bah, qui était plutôt dans la retenue. Oui, généralement. Mais donc voilà. Je tiens à remercier la chaîne YouTube Cinéma et Politique, qui a fait un épisode sur Spartacus, qui est le film Spartacus, qui est beaucoup plus complet que ce que je viens de raconter, qui est très intéressante pour ces autres épisodes et qui m'a donné l'idée de faire ce sujet. Eh ben, merci à eux. Merci à eux. On a appris plein de trucs, non? On a appris énormément de choses. Et bah, je pense qu'il nous reste plus qu'à vous dire au revoir, qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes, qu'à vous dire de continuer d'écouter des podcasts, réécouter la confiture. On vient de citer plein d'épisodes dans cet épisode. Jacques Coeur, le Spartak Moscou. N'hésitez pas à aussi écouter les autres podcasts du label Podcut. Si vous voulez nous soutenir, nous aider, le Patreon du label est ouvert. N'hésitez pas à vous amuser, n'hésitez pas à vous cultiver. Et on se retrouve la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.